Ouais, mais c'est vos fautes, vous venez étaler votre richesse. Mais on est où, là? C'est fini, tout ça. Aujourd'hui, je suis désolée, mais va voir les filles du bled. Mais c'est nous, les clochards d'à côté. Apprécier sa propre compagnie, c'est un pur kiff. Et donc aujourd'hui, je devrais partir ou m'excuser. Vous avez demandé pardon à ma mère? Vous lui avez offert quoi que ce soit? Vous avez rien fait? Donc pourquoi devrais-je être reconnaissante pour un droit? Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Elle me dit, mais non, mais ça va pas. Je dis, tu me déposes en bas de chez elle. Je la fais descendre avec un Coran. Je lui dis, tu vas poser ta main dessus, tu vas jurer. Je suis rentrée dans une matrix où totalement, je lui dis, il y a deux options dans ma tête. Soit il a hacké mon téléphone, soit c'est toi qui lui tu t'es répètes. posé la question. Ah oui, il n'y a pas d'autre option possible, en fait. C'est pas possible. Comment il sait à la phrase et au mot près? C'est pas possible. Et là, du coup, il s'est avéré qu'il avait hacké. Mais il te l'a avoué, ça? On était dans la voiture avec le Coran là, il fait comment? On est tous les trois là, elle est en train de pleurer, elle me dit mais je te jure, j'ai rien dit, regarde, prends mon téléphone, fouille mon téléphone. Et en regardant son téléphone, je me rends compte qu'il a un deuxième portable. Elle, il lui a donné un numéro de portable et moi j'en ai un autre. Et je ne sais pas qu'il a un deuxième téléphone avec les photos WhatsApp. Donc des trucs comme ça et voilà, et j'ai appris que c'était qu'il avait hacké. Il me dit ouais, mais j'ai un souci, j'avais pas confiance, mais tu sais, tu travailles dans les mariages, alors que je pensais avoir le meilleur. Je pensais avoir le meilleur des hommes, hyper attentionnés, hyper gentils, et moi je suis très fragile, très faible avec les attentions. En fait, c'est un manque de confiance en lui. Oui, c'est un manque, totalement. Totalement. Tu vas pas au sport dans des salles mixtes. Et même les salles mixtes, on n'y va pas. Viens, on prend une salle à nous. Des trucs comme ça. Donc, il allait louer des trucs où on n'était que à deux pendant 1 heure ou 2 pour faire du sport parce qu'il voulait pas... dans les mariages, j'y allais. Le gars, il était là. Pendant que je travaille, le gars, il était là. Et à un moment donné, il faisait des trucs de fou. Même à un moment donné, il disait aux gens, je suis son cousin. Pour voir la réaction des gens, en fait, avec moi, si ça... Si vous me draguez. Ouais, c'était un truc de fou. Mais ça date d'il y a combien de temps? Très longtemps. J'étais encore jeune et naïve. J'étais faible. Et lui, du coup, t'as jamais eu de nouvelles? Moi, je suis très radicale. J'ai pas de nouvelles. J'en veux pas, j'en prends pas. Fais ta vie, je fais la mienne. Je te souhaite tout le bonheur du monde, réellement. Tout le bonheur du monde. Ça se trouve, il regarde tes lives tous les jours. Ça se trouve. Mais je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je pense qu'il a dû trouver celle qui lui convient, parce que je ne suis pas celle qui lui convient. Et vraiment, je lui souhaite rien de mauvais. Aujourd'hui, toutes ces expériences ont fait de moi celle que je suis. Et je ne pense pas qu'il y ait du mauvais quelque part. C'est qu'il y a forcément un khayr derrière, forcément une leçon ou quelque chose à en tirer. Et du coup, ta mère, elle a dû être super déçue. Ah, ma mère, elle a fait un malaise. Quand je suis rentrée, je lui ai dit que je ne me mariais pas. Mais là, réellement, tu t'as dit, bon, allez, c'est fini. Le soir même, t'as dit à ton futur mari? Au aîné. J'ai attendu quand même jusqu'au aîné. J'ai fait mon aîné, j'ai fait la totale. Et au moment où ça y est, ils sont rentrés avec les cadeaux et tout, etc., je savais que c'était... En fait, j'avais pris ma décision. Et au moment où j'ai pris cette décision, j'étais en accord avec moi-même. J'ai senti une espèce de pierre, une espèce de poids qui s'enlève. Et ouais, c'est la bonne décision. Et je vais... le aîné, il ne faut pas le laver. Et donc, dès que les gens sont partis, je vais pour me laver les mains et ma mère qui hurle « Mais non, Thomas, c'est dans 2 jours, pourquoi tu te laves les mains, ça ?» Et donc, elle hurle. Et je dis « Mais il n'y a pas de mariage. » Je dis « Je ne me marie pas. » Là, tout de suite, on lui a fait du suhour, on l'a ensorcelé, on le mauvais œil, parce que je racontais pas, je disais pas tout ce qu'il faisait, je disais pas le flicage, je racontais pas comment sa mère me traitait, tout ça, etc. Je racontais pas tout ça. Comment elle te traitait? Très mal. Très, très mal. Elle vient, elle me dit « Mais je comprends pas, ton père, c'est un rif. Il a les yeux verts, ton père. Comment ça se fait que toi, t'es mat ?» Je sais pas. Lui, c'est le principe du métissage, je pense. Je dis, là, le taux de probabilité pour que mes enfants aient les yeux verts, je l'ai élevé. Parce que du côté de ma mère, ils ont les yeux verts. Du côté de mon père, ils ont les yeux verts. Donc, je pense que normalement, je devrais mettre des mini Rihanna au monde. Je dis, mais c'est tout ce que j'ai pour toi. Et vraiment, elle me sortait des dingueries, des propos. Je suis très, très proche de ma mère. Je l'appelle tout le temps, elle m'appelle tout le temps, elle a besoin d'un truc, c'est immédiat. La seule et unique condition, c'était ma famille, qui ne m'empêche pas de voir ma famille, bien évidemment qu'elle ne piétine pas sur le couple. Ma mère, c'est pas quelqu'un qui vient, c'est pas quelqu'un qui se déplace, mais si demain elle a besoin, elle est malade, elle a quoi que ce soit, je ne te demanderai pas ton avis, sache-le. Je prends un billet d'avion, j'y vais.
Je t'appelle, je te dis, ma mère a besoin, comme pour la tienne. La mienne, comme pour la tienne. Ça va de soi. Jamais je te dirai quoi que ce soit. Mais le gars, sa mère, elle vient me dire, oui, il va falloir que tu oublies, hein, maintenant, ça y est. Hein. Donc, c'est nous, ta famille. Je conçois vous donner ma sœur, mais pas ma mère, quoi. Tu vois. Donc, je conçois. De toute façon, vous allez nous la rendre, donc, dans tous les cas. Mais je vous donne pas ma mère. Enfin, je comprends pas. Pareil, tes neveux, tes nièces, tout ça, etc. Je comprends pas. Pourquoi ils viennent? Ça veut dire, demain, on a une maison, je sais pas, ils viennent pas? Non. Ouais, c'est fou, ça. Ouais, ça, je comprends Donc, pas. nous, on est ta famille. Mais non. Enfin, oui, mais pas comme ça. Sache une chose, c'est chez mon fils, c'est chez mon fils, c'est mon fils. Ça va, il n'a pas créé l'eau chaude, quoi. Donc, enfin, garde-le, ton fils, si t'en es fier. Pareil, tout était sujet à te rabaisser. Moi, mon fils, il est diplômé. Toi, tu fais que du maquillage. J'ai quand même fait des études. Et puis, finalement, on définit quelqu'un par ses études, par ses diplômes. Je sais pas, je suis plus douée que votre fils, donc... Voilà. Et des trucs comme ça, enfin, des choses... Ouais, tu voyais qu'il y avait un truc qui collait pas, quoi. Dans Lui, la mentale. en soi, il n'était pas mauvais, mais il suivait beaucoup, famille. La famille et je peux pas. Quand t'épouses quelqu'un, t'épouses sa belle famille. Automatiquement. Mais il faut qu'il ait... je conçois à ce que, tu sais, dans notre culture, dans nos traditions, les parents ont une place importante. Bien sûr, je ne manquerai pas de respect à tes parents, comme eux ne doivent pas me manquer de respect. Bien sûr que je me plierai aux exigences quand ils viennent à la maison et tout. Il n'y a aucun problème. Aucun souci, j'ai mis sur ma tête. Elle veut quoi? Elle a envie de quoi? Qu'est-ce qu'il lui faut? Si demain elle est malade et qu'elle a besoin d'être à la maison, viens à la maison. Y a pas de souci. Mais que tu viennes me rabaisser et rabaisser ma famille, jamais de ta vie. Je ne le tolérerai pas et que tu acceptes ça. Je te demande pas de rentrer en guerre avec ta famille. Je te demande juste de mettre des limites. Écoute, s'il te plaît, viens, on change de sujet. Ça me va très bien. Tu viens me voir, tu me dis, je suis désolée. Excuse-moi, mon cœur, excuse-moi ceci. Tu connais, je peux pas lui rentrer dedans, mais t'inquiète pas, je vais lui parler. Ça me va. Ça me va très bien. Mais que tu cautionnes et à la fin, tu vois, tu me dis, t'as vu comment t'as parlé à ma mère? Pardon? J'ai encore rien dit. J'ai pas encore déchaîné les enfers. Donc, et je suis douée dans le fait de déchaîner les enfers. Mais voilà, donc non, je préfère quitter le navire. Je quitte direct. Ouais, c'est dur pour beaucoup de femmes. Enfin, quand je lis des témoignages ou quand je regarde... Elles ont du mal à partir quand c'est aussi avancé. Elle me dit, mais comment t'as fait? Bah, rien, le lendemain, j'étais à Istanbul. Enfin, j'ai parti avec ma copine. C'était un super voyage. Ouais, j'ai vraiment kiffé Istanbul. Ça reste un de mes plus beaux voyages. Donc, go. Après, je pense que nous, les femmes, quand on prend vraiment la décision, comme tu as dit, après le henné... C'est irrévocable. D'ailleurs, ça a été combien de temps C'était 2 jours avant le mariage. Ouais, mais avant le portable à quai. C'était... En fait, le portable à quai, je suis passée au-dessus. Ouais. Et je me dis, bon, il n'avait pas confiance, il n'avait pas ceci, il n'avait pas cela. Mais quand je me pose, j'ai réfléchi, je dis, mais t'as pété les plombs, quoi. En fait, t'es en train d'accepter le flicage, en fait. Je suis en train d'accepter le... Vas-y, mets ta cam, vas-y, montre-moi. Mais jamais de ta vie, en fait. Jamais de la vie. Donc, hors de question. Et donc ça c'était entre... 5 mois à peu près. Ok, ouais, donc... Ouais, t'as eu le temps de mûrir, enfin, d'analyser la situation, de réfléchir vraiment. Ouais. Mais voilà, ouais, comme je disais, quand nous, les femmes, on décide quelque chose, c'est mort. Il y a plus de retour en arrière, il n'y a plus rien. Mais j'arrête directement. J'arrête directement et merci, au revoir. Je lui ai tout ramené, j'ai tout mis dans les valises, j'ai tout rendu. Et la vérité, il m'a dit non, je ne reprends rien. Il a gardé la bague, j'ai rendu l'argent, la totale, mais tout ce qui était le sac Birkin, non, je rigole. En fait, je voulais le garder. Pas du tout, j'avais tout mis dans une valise. J'en ai acheté un faux. Vraiment, en fait, même sa mère, parce que nous, on fait le trousseau de la fille. Il y avait des choses que j'ai achetées et qu'elle pensait que son fils, en fait, avait acheté. Mais c'est mon fils, non, c'est moi, en fait. Non, c'est moi, c'est mon argent. Et du coup, non, j'avais tout bien rangé, tout ce qu'il avait pris, tout rendu, et il a refusé. Ouais, c'est bien, c'est une bonne... Il a refusé, la vérité. Il m'a dit non, même l'argent, tu gardes et tout, j'en veux pas. J'ai quand même gardé, j'ai pris, je lui ai donné. Je lui ai dit, ça, c'est... Tu peux le rendre, tu peux le prendre, et voilà, quoi. Le reste, ses affaires, j'entends, il n'y a pas de problème, mais voilà. On sait que ta sœur joue un rôle très spécial dans ta vie. Ouais. Est-ce qu'elle te conseille parfois et comment elle est la relation entre vous? La relation entre nous, on a grandi à 2. Donc, c'est une enfant pourri gâtée. Donc voilà, normal. En toute objectivité? En toute objectivité.
Non, elle est, c'est la dernière, quoi. Donc, forcément, on l'a beaucoup protégée. Là, aujourd'hui, elle se protège toute seule. Donc, elle se protège toute seule. Je reste tout de même très protectrice avec ma sœur. La famille, c'est la famille, quand bien même elle n'est pas bonne. Et voilà, même si demain, il peut se passer ce qui se passe, personne touche à ma sœur, en fait. Moi, je l'insulte, moi, je la tape, moi, je fais ce que je veux, mais vous, personne. Non. Et j'ai toujours défendu. Après, quand je rentre, effectivement, c'est la guerre. On va se bagarrer, mais pourquoi t'as dit ça? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais il fallait pas. Et tout. Après, en termes de business, on parle pas trop, parce qu'on a quand même des visions assez opposées un petit peu, ou des choix, même si ça se regroupe un peu vers la fin, mais on a des choix quand même qui sont un peu différents. Mais voilà, je donne mon avis. Elle prend ou elle prend pas, en règle générale, elle met 2-3 jours à réfléchir pour me dire « Ouais, c'est bon, t'as raison ». Mais voilà. Elle a combien d'années de moins que toi? On a 2 ans. On a 2 ans d'écart. Oui, c'est quand même très proche. Ouais, c'est très proche. On est nés en janvier toutes les deux. Tout le monde est né en janvier. Même son mari, s'il te plaît. La date d'anniversaire de ma mère, le même jour. Donc, c'est fou, ouais. tout le monde en janvier. Ok, donc toi, t'as quand même un ascendant, entre guillemets, sans être un ascendant, quoi. Ouais, parce que voilà, on n'a que 2 ans d'écart. Ça va, arrête de faire la grande. Mais voilà, mais elle écoute quand même. Parce que moi, j'ai 3 filles, hein, mais les 2 grandes, elles ont à peu près 2 ans d'écart. Ouais. Et c'est vrai que la grande, elle a l'ascendant, mais total sur la deuxième. Ah bah oui. Oh la deuxième, elle est fan de l'aîné, quoi. Bah, à mon avis, elle doit être fan de toi. Hein. Bah, je pense qu'il y a tout de même, un petit peu de... Il faut qu'on soit fan de nos frères et sœurs. Donc, il faut être fan. Il faut être... moi, j'aime bien quand elle est au max, j'aime bien quand elle est au top, j'aime bien quand voilà, il faut que tu mettes ça te va, ça, et ça m'énerve quand elle m'écoute pas parce que c'est pas quelque chose qui la met en valeur, ce qu'elle choisit. Il te faut ça et je sais ce qu'il te faut parce que nous, on a un regard extérieur, même si toi, tu fais ce que tu as envie. Mais ouais, je me dis des fois, il faut être fan, même si forcément, elle a grandi. On grandit forcément dans l'ombre de l'aîné un petit peu. Et là, aujourd'hui, elle a sa lumière et moi, j'ai la mienne et voilà, mais on essaye un petit peu de partager tout ça et de... Là, je pense que ça va un peu parce qu'elle a chez elle, tu vois. Donc, ça va un peu mieux parce que ça y est, elle fait sa vie. Ouais, elle est indépendante. Ouais, indépendante et puis en plus mariée. Donc, c'est pas la même chose, tu vois. Donc, tu lâches un peu prise. Ça y est, c'est bon, c'est son problème à lui maintenant, c'est pas le mien. Donc, c'est plus le mien. Quand des gens la critiquent ou lui font des reproches, toi, ça te fait quoi? On critique pas ma sœur. Devant toi? Jamais. Peut-être. Ouais, j'entends qu'on soit pas d'accord avec elle, j'entends qu'elle est pas la plus douce, j'entends que c'est la relou de base, j'entends que elle peut être hyper hard, mais tu donnes ton avis avec respect, y a pas de souci. Comme je le dis, on peut ne pas être d'accord, venir l'insulter, je vais t'insulter. Il y a beaucoup de gens qui l'insultent? Oui. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont l'insulter, mais on aime la détester. Pourquoi tu la suis? La suis pas. Moi, je sais que j'aime pas quelqu'un, je bloque, enfin, je vois plus ta tête, j'entends plus ta voix. Je dis, ma propre voix m'agace. Je vous assure que ma propre voix m'agace. Mais venir insulter ma sœur, comme il y en a au début, ils pensaient vraiment qu'il y avait une sorte de compétition ou de jalousie. Donc, ta sœur, elle est mieux que toi, ceci. Ouais, et? Bah oui, ma sœur, elle est mieux que moi, et après? Ou on va la voir, oh, Ranel, elle est plus belle, oh, Ranel, elle est plus intelligente. Ou elle, on vient la voir, Ranel, elle a dit ça sur Loubna. Mais les gens, ils font... Mais je lui dis, mais sincèrement, vous pensez que ça va marcher? Donc, dans vos têtes, vous vous êtes dit, ouais, ça va le faire. Genre, c'est bon, elles vont rentrer, elles vont s'entretuer, se crêper le chignon. Je dis, mais jamais de la vie. Je dis, et quand bien même ça va se faire en privé, ça sera jamais en public. Je dis, quand bien même on se parle pas, quand bien même on se déteste, ce que vous voulez, je défendrai toujours ma sœur, quoi qu'il arrive. Donc, la loyauté. Donc, ouais, c'est ça, et les liens de la famille, hein, c'est important. C'est tout, les liens du sang. Comment est-ce que votre mère, elle voit votre parcours, à toutes les deux? Elle comprenait pas trop les réseaux. Mais aujourd'hui, avec l'ampleur que ça a, et l'entourage et l'impact que ça a dans notre vie. Je dirais qu'elle est fière, parce que c'est ce qu'elle nous dit, mais elle a très peur. Elle a très, très peur de tout ça. Elle n'aime pas, elle n'est pas très pour les réseaux, elle pense que c'est dangereux, elle pense que voilà, on peut être en danger et elle n'aime pas ça. Elle pense que, tu sais, quand les gens nous insultent ou nous menacent, des trucs comme ça, elle le prend vraiment à cœur. Elle le prend vraiment, vraiment à cœur. Elle te dit, mais ça se trouve, c'est vrai, mais ça va, attention. Voilà, mais... Ouais, après, les gens aussi doivent savoir, c'est vrai,
que quand tu reçois des menaces, des insultes, tu sais, on est des êtres humains. Hein. Ah oui, non, mais il y a la famille autour aussi. Et ils n'ont pas cette notion-là. On a été, à un moment donné, pendant un temps, il y a eu une vague tu sais, on essayait d'hacker nos comptes, on appelait mes opérateurs téléphoniques, en se faisant passer pour des membres de ma famille. Et il y a eu des fuites de sécurité, vraiment, en donnant des informations qui nous sont propres. Des gens qui venaient, qui disaient je sais où t'habites, qui divulguaient mon adresse en plein live. Vraiment, mon adresse et tout. Nous, on avait peur que d'une chose, c'était pour la dernière, ma petite nièce. Elle va encore à l'école. On ne l'a jamais montrée, mais on peut la reconnaître à sa voix, on peut la reconnaître à ses vêtements, à ce qu'elle va porter. Donc, on fait très attention à ça. T'avais ça, en fait, on avait peur de... Plus pour les nôtres que pour nous-mêmes. Nous, c'est un choix qu'on a fait. Très sincèrement, tu vas faire quoi? Après m'avoir frappé et ensuite? C'est quoi après? Mais les gens, ils sont bêtes, je comprends pas. Les délires, comme tu dis, tu bloques, t'aimes pas la personne. C'est ça, tu viens, tu me dis, ouais, non, tu restes pas sur le réseau. J'ai pas compris. Ils sont à ta mère ou à ton père, peut-être? J'ai pas saisi. Ouais, non, des grandes phrases. En fait, j'étais en live et je voyais des gens qui essayaient de se connecter. Ils ont commandé des cartes SIM, hein. Des cartes SIM, mais ils n'arrivaient pas à la faire livrer à une autre adresse. Donc, je me dis, en fait, c'est qu'ils attendaient que le facteur arrive à mon adresse et je suis quasiment jamais là. Donc, tu vas dans ma boîte aux lettres, tu te sers. Au point où je demandais à ma gardienne de récupérer tous mes courriers. Tu vois? C'est pour ça que je l'aime d'amour, ma gardienne. Elle est trop gentille, elle, tu vois? Mais c'était vraiment un truc de fou. On avait ce que les filles ne savaient pas, parce que j'en parle pas et je montrais pas. On avait, donc, le système de sécurité a été renforcé chez moi, chez ma mère. Des alarmes partout. Je suis assez haut en étage et j'avais des capteurs aux fenêtres. Il n'y a aucun accès, hein, mais j'avais des capteurs aux fenêtres. Le blindage de porte. Pareil... quand tu sors le soir, tu sais, tout ce qui est les porte-clés de sécurité, tout ça, etc. J'étais jamais seule. En fait, tu dis, mais les gens, t'avais forcément quelqu'un, donc t'avais des membres de mon agence qui mettaient quelqu'un en bas de chez moi pendant les premières semaines, parce que t'avais des gens qui te menaçaient distinctement, qui appelaient sur ton portable pendant des heures, même hors live, et qui te menaçaient, qui appelaient ta sœur, qui ont réussi à avoir le numéro de ta mère, qui appelaient ta mère. Mais tu les dérangeais, en fait. Tu déranges seulement. Par ton discours, voilà, et comme je n'en parlais pas en live, donc pour eux, en fait, ça faisait pas arrêter le truc. Tu vois, mais je me suis dit, jamais je vous donnerai cette satisfaction, vous donner de la lumière. Ah bah, t'as qu'à le dire, sors-le. Je dis, mais si tu viens, tu menaces avec des photos, tu menaces avec des vidéos, sors-les. Je suis humaine. Si j'ai merdé, ça me regarde. Si les gens veulent pardonner, tant mieux. Les gens ne veulent pas pardonner, tant pis. C'est Dieu à qui je vais devoir rendre des comptes. Donc c'est tout. Et comme je le dis, je suis pas une donneuse de leçons. Je suis pas là en train de te dire je suis meilleure que toi. C'est pas un jugement de valeur. C'est pour ça que j'insiste sur ces propos. Moi aussi, je commets des erreurs. Moi aussi, je suis pas parfaite. Donc ça sert à rien de venir me menacer. Sors là. Fais ce que t'as à faire. Fin de l'histoire. Et c'est tout. Donc ça a été des semaines qui ont été dures. Parce que tu dis ta mère, elle doit pas sortir seule. Ta sœur, elle doit pas sortir seule. Ma nièce, elle doit pas sortir seule. Pareil, t'as des membres de mon équipe qui me disent que tu veux qu'on mette quelqu'un en bas de chez ta mère. Ma mère habite un quartier résidentiel. Tu veux mettre qui en bas de chez elle? Je suis dans sa résidence le temps qu'il rentre avec les voisins. On n'a rien à craindre. Mais voilà, c'était ça en fait. C'est ça aussi l'envers du décor des réseaux. Et les gens, ils pensent que ouais, mais vas-y. Et ils pensent en plus que tu gagnes des 30, 40, 50 000 euros. Donc ils pensent que tu gagnes super bien ta vie. Mais non, en fait, toi, non. tu gagnes pas ça. Mais moi, j'étais très transparente sur combien je gagnais, sur ce qui se passait, sur comment mon revenu était fait. Donc, et en plus de ça, et quand bien même je gagne 30, 40 000 euros, ça justifie le fait que vous deviez m'agresser, me frapper? Non, c'est ton travail, enfin, c'est ton problème. Voilà. Tu gagnes l'argent que tu veux et toi, tu fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, tu arrives à te dire, mais est-ce qu'en fait, la France, c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que vraiment, je reste ici ou pas? Tu t'en arrives à te poser ces questions, mais du coup, je dois partir, mais je dois emmener tout le monde. Donc, va convaincre tout le monde pour partir avec toi. C'est ça, le truc. Ouais, tu t'es déjà posé la question, je me barre d'ici. Je resterai pas, je le sais. Je le sais que je ne resterai pas. Tu peux pas... je suis française, je suis née en France, j'ai grandi à Paris. Je suis la Parisienne dans toute sa splendeur. Mais aujourd'hui, je ne me sens plus à ma place, je me sens plus en sécurité. Depuis un moment, bien avant les réseaux, je me sens plus en sécurité de par ce qui se passe, de par comment on est traité. En tant que musulman, tu veux dire, ou en tant que musulman, femme? en tant que femme, en tant que femme noire et arabe, parce que pour certains, je suis noire, pour d'autres, je suis une arabe, pour certains, je suis un mixte qui doit pas arriver. Pour d'autres... Tu es une terroriste?
Ah oui, bien sûr. Bah, pendant le ramadan, c'est même pas la peine. Tu sors en abaya, c'est bon, elle va s'exploser ici. Voilà. Tu t'arrives, tu parles, on te dit, mais vas-y, mais quelle légitimité tu as? Sur les réseaux aussi, les propos misogynes de certains hommes qui viennent remettre en question ton affiliation. Mais elle, son père, s'il est parti, c'est parce que son père, il l'a pas reconnu, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. En l'occurrence, j'en ai un en tête contre qui il y a eu des plaintes déposées. Tu vois, t'as des choses comme ça, en fait, tu te sens plus à l'aise ici. Les gens, ils ont une certaine facilité, une certaine aisance à venir te cracher au visage, même dans la rue. Les gens n'ont plus peur de t'insulter, en fait. Ils viennent, ouais, sale arabe, sale noir, mais déjà, je suis pas sale. Donc, déjà, pour commencer, je tiens à préciser, je suis pas sale. Vu le prix du parfum, je te jure, je suis pas sale. Le prix du gel douche. Tu viens, tu me dis, bah, arabe et noir, c'est un fait. Enfin, je comprends pas. Tu sais, le fait de, même en tant que femme, tu te sens, vas-y, ferme-la, t'es une meuf. Pardon? C'est, tu sais, des trucs de fou, de la folie pure. Comme là encore, t'arrives, t'as une montre chère, on t'arrache le bras. Ouais, la meuf j'ai vu de Sarcelles. Même, hormis, trimballe-toi avec une Rolex un peu partout. Ou tu sais quoi, je connais des gens, ils ont investi. Donc, ils n'ont pas d'argent. Ils ont investi dans la montre. Et ils vont la porter 1 fois par an. Cette fois-là, tu lui arraches le bras? Pourquoi? Va bosser, gars. Pourquoi? Ouais, mais c'est vos fautes, vous venez étaler votre richesse. Mais on est où, là? Comment ça? Donc, du coup, j'ai plus le droit de montrer ce que j'ai eu. Même pas montrer, je le porte. Je suis pas là en train de l'exhiber, je le porte. Donc là, tu sais pas ce que j'ai. C'est comment? Donc, aujourd'hui, c'est très difficile en France. Et je comprends mieux les gens dès qu'ils... Et puis même, tu te fais taxer, tu te fais... Enfin, il y a plein de choses, tu vois. Tu peux pas être vraiment riche. Aujourd'hui, en plus, on embourbe les gens dans des crédits. Donc, on te dit, tu dois être propriétaire, tu dois avoir une voiture, elle doit être homologuée pour pouvoir passer sur Paris et tout ça, etc. Donc, techniquement, si ta voiture, elle fait pas 14 000 €, ta maison, elle fait pas entre 150, 200, 300 000 €. Donc, toi, ton salaire, il est à peine rentré, qu'il est déjà sorti. Tu fais comment? Comment tu fais? Aujourd'hui, tu peux pas. Si t'as pas 2-3 boulots, tu peux pas t'en sortir. Tu y arrives pas. Donc, un salaire aujourd'hui, en France, n'est pas fait pour que tu puisses vivre correctement. Même le RSA. Aujourd'hui, les gens ils viennent, ils disent, ah, tu vis, hein, tu es riche, hein, 500 balles. 500 balles. Ouais, mais les pépères, ils touchent le RSA. 500 €. Je dis, mais vous avez touché 500 € parce que moi, je les ai touchés personnellement. J'ai touché les 500 € et je peux te dire que tu fais rien du tout avec. Tu fais rien, tu survis. T'attends. Ouais, mais tu dois partir en vacances, tu dois bien... Cool, hein. Mais tu peux pas partir en vacances. Non, eux, ils se disent que tu fais du black à côté. Mais même ce black-là, à hauteur de combien? Tu te casses le dos en faisant un black. Ça se passe comment? Bah, du coup, t'as foiré ta vie. Et finalement, c'était pour 200, 300 € de plus. Et quand bien même, aujourd'hui, un SMIC ne te permet pas de vivre correctement quand t'as des enfants. Ou même solo. Tu fais comment? Et c'est ça que je trouve ouf, en fait, tu vois. Et je me sens plus à l'aise ici. Je me sens plus à l'aise en France. Et t'aimerais partir où, toi? Bah, honnêtement, le Maroc. Le Maroc, c'est... Je sais que j'y retourne. Quoi qu'il arrive, je rentre. Parce que nous, je crois qu'on va aller partir un petit bout au Maroc. Je leur dis, allez, venez, on met l'agence là-bas et tout au Maroc. Allez-y. C'est cool. J'incite tout le monde à partir. Tu sais, même ceux qui sont partis à Dubaï, je les ai pas blâmés. Même ceux qui sont partis à Dubaï, je suis pour. Si aujourd'hui, je dois passer par Dubaï ou autre, etc., je pense que je partirai. Si j'ai cette opportunité-là, je partirai. Aujourd'hui, tu sais, j'ai la chance de gagner ma vie avec les réseaux et j'espère que ça va continuer un temps et j'espère que ça va se développer peut-être un peu plus. Mais alhamdoulilah, j'arrive à subvenir aux besoins de ma mère et aux miens, donc c'est suffisant, tu vois. Après, s'il y a plus, tant mieux. S'il n'y a pas, très bien. Parce qu'avant, pour gagner ce que j'ai aujourd'hui, je bossais du 7 jours sur 7 et limite du 24-24. Je rentrais et j'étais esquintée. Avec les mariages. Avec les mariages. Je pleurais de fatigue. Je pleurais parce que j'avais envie de dormir, mais tu peux pas dormir. Tu peux pas dormir. Ta cliente, elle t'attend et tu sais très bien que si jamais tu poses ta tête, je rentre à 4h du matin, à 7h, je dois être chez elle pour la coiffer. Donc, entre-temps, nettoie tes pinceaux, prépare ton matériel, check ce que tu dois prendre, n'oublie rien, prends la route. Et en plus, c'est le plus beau jour de sa vie. Ah, t'as pas le droit à l'erreur. Ouais. T'as pas le droit à l'erreur. Et il n'y a pas d'erreur avec moi. Aucune erreur possible. J'ai, alhamdoulilah, toujours eu de très bons retours. Ça a toujours été nickel et l'intérêt de me marier avant tout. Mais pour avoir cette aisance financière,
c'est vraiment saccager ta santé. Quand je te dis saccager sa santé, saccager sa santé. Plus de dos, plus de genoux, mal aux articulations. Il n'y a plus aucune chaussure qui te fait effet, en fait. Même les chaussures orthopédiques te font mal. Tout te fait mal. Ouais. Tu vois, donc t'avais même pas 30 ans que t'es déjà en pièces détachées. T'as pas d'enfant. Et t'es déjà en pièces détachées. Donc, qu'est-ce que ça va être lorsque tu vas devoir être maman ou lorsque tu vas devoir t'occuper de ton foyer? Chez moi, c'est un aéroport, genre un hall. Il y a des valises. Je prends cette valise, je reprends l'autre et je repars. J'ai pas le temps, je ne pouvais pas dormir. J'avais un appart témoin, enfin, une femme de ménage qui vient ou ma mère qui venait faire le ménage. Genre juste remettre les affaires à leur place, que je jetais tout et je partais. C'est tout ce que je pouvais faire. Ouais, c'était pas une vie. J'ai même rencontré quelqu'un qui va te parler. Tu vas date quand? À quel moment? Tu vas date à 3h du matin? Parce que c'est le seul moment où tu rentres du taf. Tu vas aller où à 3h du matin? Donc, et puis même, il vient, il te parle, j'ai pas le temps. Mais il voit que tu snaps. Mais ça fait partie de ton taf, montrer ce que tu fais. Donc, tu vas te dire, mais elle se fout de ma gueule, elle. Elle me répond pas, elle est là en train de... Tu vois? Donc, aujourd'hui, non, j'ai une certaine aisance et une certaine liberté, même si ça demande du taf et peut-être un peu plus, parce que du coup, ça prend toute ma vie. Mais alhamdoulilah. Ouais, t'es heureuse dans ce que tu fais. Très. Les mariages me manquent. Les mariages me manquent, mais j'essaie d'en faire de temps en temps, mais c'est compliqué aujourd'hui. Parce que les gens, tu perturbes le mariage de la mariée. Même si la mariée, elle te veut, tu perturbes son mariage. Oui, ils vont se focus sur toi. Ils vont venir, ils vont prendre des photos avec nous, ils vont venir... tu vois, donc, surtout s'il y a une grande partie qui nous suit, les gens, tu vas perturber son mariage et son jour. Même si tu restes dans l'ombre, tu perturbes. Donc, et ça, les filles, elles ne s'en rendent pas compte. Elles me disent, mais pourquoi tu viens pas? Je dis, ma chérie, t'es là à ton mariage, les gens, ils prennent pas des photos avec toi, ils viennent prendre des photos avec moi. Ça va pas le faire. Donc, le mieux, c'est que, en règle générale, je fais passer le message. Après, si vous voulez, je me pose avec vous. Il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a tout fini, on sort, on fait ce que vous voulez. Mais c'est compliqué aujourd'hui de faire le mariage. Donc, direction Maroc prochainement. Inch'Allah. Inch'Allah, j'aimerais trop. Inch'Allah. En parlant du Maroc et des mamans, elles ont la réputation, en fait, d'être ultra protectrices, parfois même intrusives. Hein. Oui. Pour toi, elles sont différentes des autres mères? Les Marocaines? Je vais prendre l'exemple de ma mère. Pour moi, ma mère est le meilleur exemple de la maman marocaine. Oui, elles sont intrusives au début. Maintenant, Mskina, elle prend ce que je lui donne, en fait, comme information. Mais elle me piste de partout. Donc, je l'ai sur Snap, je l'ai sur TikTok, je l'ai même sur Twitch, je l'ai partout. Elles vont être intrusives, mais elles ont le sens du sacrifice, comme toutes les mamans, je suppose. Mais je vais parler pour la mienne. Donc, elles ont le sens du sacrifice. Comment te dire? Pour certaines, oui, c'est vrai, elles sont intrusives. Le sens du contrôle quand elles t'ont élevée seule. Après, ça va dépendre des régions d'où est-ce qu'elles sont. Moi, ma mère, elle est de Casa. Donc oui, elle est un petit peu piquante, un petit peu. Mais c'est parce qu'elle n'avait pas le choix. Voilà. Donc, je pense que ne pas mal le prendre, discuter avec les parents quand tu penses qu'elle rentre trop dans ta vie ou elle t'en impose trop. Parce que des fois, c'est juste une mauvaise compréhension ou interprétation des choses. Quelle maturité. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que c'est une bonne analyse. Oui. Tu vois. Ouais. Alors, pendant longtemps, il y a eu ce mythe au sujet de la femme du bled. Ouais. Ils sont du genre à dire je vais aller chercher une femme du bled, là-bas, elles sont mieux, etc. Tatati, c'est pas comme les meufs en France et tout. La femme au bled, elle est plus pieuse, plus serviable, plus soumise. Voilà, ouais. Exactement. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? C'est fini. Parce que pour eux, ils avaient cette idée-là où la femme du bled n'était pas instruite. Parce qu'ils ont pour eux, tu sais, l'idée du bled, ils partent en vacances, ils voient leur famille, leur tante qui fait le ménage, et tout ça, etc. Mais ils se disent pas qu'elle est là, elle fait le ménage parce que vous êtes là. Elle est instruite, elle est diplômée, elle a un travail, elle a une voiture, elle parle 4 langues. Comment tu vas soumettre cette fille-là? Tu vas soumettre quelqu'un qui ne sait pas. Tu vas soumettre quelqu'un qui n'a pas été instruit. Tu vas soumettre quelqu'un qui n'a pas d'autre échappatoire que toi, qui n'a pas d'autre issue de secours. Une fois qu'elle va arriver ici, qu'elle va voir ce qu'est la vie, les droits qu'elle a, le fait que ce que tu es en train de lui faire et de lui dire, c'est pas ton esclave, c'est pas ta femme de ménage. Parce que toi, tu sors, elle sort pas. Toi, tu vas au resto avec tes potes, tu fais ce que tu veux, etc. Elle est là à la maison, elle t'attend. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, je suis désolée, mais va voir les filles du bled. Mais c'est nous, les clochards d'à côté. C'est nous, les filles du bled, elles sont là. Déjà, la fille, comme je te dis, minimum, elle parle 3 langues. Et parfaitement. Donc, et là, ils viennent, ouais, mais elle a un accent. Mais elle maîtrise le français.
Donc, elles maîtrisent son taf. Elles sont là, elles sont tirées à 4 épingles. Elle va au hammam toutes les semaines. Toi, tu y vas une fois tous les 46 de chaque an parce que tu es au bled. Tu te fais un hammam ici, c'est un spa. Là-bas, tous les produits qu'elle met sur son corps, tout ce qu'il y a, toute la totale et tout, va gérer une fille du bled aujourd'hui. C'est fini cette idée de tu vas la soumettre, tu vas en faire ce que tu veux et tout, etc. Il fut un temps. C'est fini tout ça. Parce que tu la prenais d'où? De la campagne. Moi, aujourd'hui, les filles de la campagne, elles sont aussi instruites. Elles vont à l'école. Elles font de hautes études. Elles ont Internet aussi. Elles ont Internet. Et même si elles ne font pas de hautes études, elles sont instruites. Tu pouvais soumettre quelqu'un qui ne savait pas. Mais une fois qu'il sait, t'en fais quoi? Et là, il vient te dire, elle est arrivée, elle a ouvert les yeux, vas-y, nan. Bah oui, tu lui faisais porter que des fringues reconditionnées parce que t'avais pas envie de lui en acheter. Bah, elle a vu que la voisine, en fait, elle pouvait, ou elle a vu qu'en bossant, elle allait faire, et elle fait mieux que toi. On fait comment? Donc, pour le coup, c'est fini. Ça y est, il fut un temps. Ouais, c'est très, très bien, alors. Ouais, bah, moi, franchement, oui. Même les gars du bled, les filles qui m'appellent, elles me disent, oui, ils viennent pour les papiers. Mais c'est fini, les filles. Plus personne veut nos papiers de France. Mais plus personne n'en veut. Ça, c'est bien de le dire. Mais c'est fini, ma chérie. Le gars, il est là, il veut pas. Il y en a une qui m'appelle, elle me dit, bah, il est médecin, et il veut pas venir en France. Je lui dis, tu veux qu'il vienne en France, pourquoi? Il gagne très très bien sa vie. Propriétaire, voiture, une aisance financière et une qualité de vie. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il vienne ici? Pour aller passer à la serpillière? Parce que de toute façon, il ne pourra pas faire l'équivalence? C'est comment? Alors, tu as tous les mecs qui sont sur CNews. J'adore parler d'eux. Hein. Ouais. Eux, ils disent, bah oui, mais les migrants, ils viennent tout le temps en France pour gratter les aides et tout. Il y a quand même une migration, tu vois, qui vient en France, quoi. Mais cette migration, c'est pas celle qui balaye vos rues? C'est pas celle qui vous sert dans les restos? C'est pas celle qui livre votre nourriture? C'est pas celle qui va faire couvreur sur vos toits sans sécurité, sans contrat, sans rien du tout? C'est pas celle qui va justement déboucher vos toilettes ou quoi que ce soit et tout? Moi, je pense qu'il serait... cette phrase, elle a été dite, je sais plus par qui, mais vraiment, on devrait les laisser réfléchir entre eux. On devrait tout arrêter, juste mettre à l'arrêt. Regardez juste quand les éboueurs, ils arrêtent de ramasser les rues. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent 72 heures. Qu'est-ce que ça crée? L'anarchie la plus totale. Continuez à dénigrer les immigrés. C'est vous les ramenez, vous les faites travailler. C'est vous qui avez choisi cette immigration. Comme quand ils ont ramené nos parents ou nos grands-parents. Ils ne s'attendaient pas à ce que les enfants fassent des études. Ils ne s'attendaient pas à ce que les enfants soient instruits. Ils s'attendaient juste à ce qu'on continue, en fait, ce que nos parents faisaient. Donc, ton père à l'usine, donc toi aussi à l'usine, ta mère, femme de ménage, où elle éduque des enfants, donc toi aussi la même chose. Et là, bah non, t'as des médecins, des avocats, des ingénieurs, des créateurs, des dessinateurs, tout. Des gens qui ont monté des sociétés de ménage qui excellent. Donc, on fait quoi maintenant? C'est fini. Et là, ils viennent, oui, l'immigration, ils viennent profiter des aides. Mais de quelles aides? Vous n'en donnez plus. De quelles aides vous parlez? Et de quel immigré vous parlez? Moi, je l'ai souvent, celle-ci. Ouais, vous venez profiter des aides. Mais j'aurais vraiment aimé me poser et profiter des aides. Mais tu peux pas vivre avec les aides que vous donnez. Vous les mettez quoi? Vous les mettez sous les ponts et tu lui donnes 500 balles. Et après? Ouais, c'est un pansement, quoi. Totalement. Après, j'entends qu'on ne peut pas aider tout le monde. Mais à ce moment-là, faites le nécessaire. Ou sinon, essayez je sais pas, trouver des accords, faites quelque chose. Donc c'est vous, les politiciens, non? C'est vous qui avez voulu cette place. C'est pas à moi de réfléchir, c'est à vous de trouver une solution. Par contre, moi, je suis en droit d'exiger une solution. Là, quand j'arrive à un poste, j'ai déjà été postulée et j'ai vu des gens jeter mon CV à la poubelle. Alors sous tes yeux? Bien sûr. Alors que le poste, je l'avais au téléphone, mais quand on a vu ma tête, ça allait pas. Donc, je le prends comment, ça? Je m'exprime dans un bon français, je suis bien éduquée, je sais me tenir. Quand je vais passer un entretien, je suis toujours bien habillée, je suis toujours en tailleur, toujours apprêtée, tout bien, jusqu'à une manicure des plus discrètes et des plus parfaites. Comment... Après, tu penses que c'est le... Pas du tout, même avant le turban. Même avant le turban, aujourd'hui, que ce soit avec dans certains postes, je sais que lorsque j'ai commencé, on m'avait donné ma chance, donc j'ai travaillé. Et une fois que ma période d'essai a été validée, je crois 1 ou 2 mois plus tard, on m'appelle, je suis convoquée, et on me demande est-ce que ce que je porte, c'est religieux ou non? Parce que si c'est religieux, ça va poser problème. Donc, déjà, la phrase était problématique, l'intervention était problématique. Mais à ce moment-là, tu percutes pas. Et là, je dis, dites-vous que je suis chauve, dites-vous que j'ai une calvitie, dites-vous que je sais pas. Choisissez l'option qui vous convient. Je comprends pas, en fait, l'intervention.
Oui, parce que ça dérange vos collègues, mais pas les garçons, les filles. Ça dérange les filles? Ouais, ça dérange vos collègues. Donc, j'ai pas compris. J'ai pas saisi. Et là, je me dis, si moi, un turban comme ça dérange, qu'est-ce que c'est une fille voilée? Comment elle fait? Comment elle passe? Si moi, juste un turban, ça vous fait ça, je suis pas voilée. Juste, j'aime bien. Je me dis, sait-on jamais? Si demain, je me voile. C'est m'aider à être un petit peu plus pudique. Je dis, mais comment? Aujourd'hui, en fait, t'es pas libre. On te fait croire que t'es libre, mais t'es pas libre en France. En tant que femme, tu n'es pas libre. On pense pour toi, on décide pour toi. Et pareil pour le taf. Moi, je t'ai dit, la fille, elle est venue, normale. Tout était vitré, je me retourne, donc je la vois. Elle prend mon CV, elle le met à la poubelle. Je fais demi-tour, je le récupère. Je dis, c'est 10 centimes. La copie. Je préfère le récupérer. Et en plus, on est pour l'écologie, nous. Voilà. Et là, elle savait plus quoi faire. Elle savait plus... Non, mais j'ai compris, il n'y a pas de souci, pas de... Et il n'y avait pas encore l'ère des réseaux où tu prends ton téléphone, scandale et tout. Tu prends sur toi, tu fermes ta bouche et tu l'insultes fort. C'est tout. Mais voilà, t'avances. Ouais, c'est ça. J'avais reçu Asma Nyang, qui est une judokate. Et elle avait fait son premier entretien. Elle avait fait un entretien quand elle était jeune. Et je crois que c'était dans une boulangerie. Et en fait, elle se pointe là-bas. Il y a longtemps, elle a 40 et quelques. Hein. La dame et tout, elle est choquée. Et elle dit, donc elle lui donne le CV. Elle dit, non, mais dans l'annonce, on a mis que c'était caucasien. Oui. Elle ne savait pas, elle était petite, quoi. Enfin, petite, elle était jeune, elle ne connaissait pas ce mot-là. Elle dit, pour moi, fais appel à quelqu'un, j'y viens pour mes compétences, quoi. Elle dit, non, elle était gênée, quoi. Et elle dit, et elle dit, en fait, je les ai encore plus gênés parce que je me suis excusée en disant, désolée, j'avais pas compris le terme caucasien. Et elle est partie. Et elle a dit, mais tu te rends compte Je me suis excusée. Ouais. Et tu te rends pas compte tout de suite, hein. Tu sais, il y a plein de choses. Après, aujourd'hui, on a une force de caractère. Et la Gen Z là, qui arrive, c'est pas nous. C'est pas... Ils arrivent, ils parlent, ils s'expriment. Ils se laissent pas faire. Hein. Ils se laissent pas faire et tout. Mais ouais, effectivement, il fut un temps où on s'excusait. Même je vois sur Rokaya, les trucs, là. Ouais. Tu la vois parler en télé, je regarde les commentaires, sur les TikTok et tout, les réseaux. Et t'as les fachos comme d'hab. Hein. Déjà, qu'elle ferme sa bouche, celle-là, elle devrait remercier la France. Mais remercier la France de quoi, en fait? La France, elle a remercié ma mère. Tu sais, je suis très reconnaissante pour ce qu'a fait, pour la chance qu'on a d'être français. Parce que quand même, tu sais, nous, on a eu l'occasion de voir un petit peu, on a été bloqués en Égypte suite à un accident. Et tout, je reconnais, il n'y a pas de souci. La France, les gens me disent, oui, t'avais qu'à aller là-bas, tu verras, c'est pas pareil. Oui, mais c'est un droit. C'est un haq que j'ai. Ma mère, elle a bossé toute sa vie, elle a donné sa santé. Et tu viens après, tu la traites de sale noire. Ma mère, elle a nettoyé vos chiottes. Ma mère, elle vous a préparé à manger. Ma mère, elle a gardé vos enfants. Elle a élevé vos enfants qui, aujourd'hui, sont très bien élevés. Donc, ils sont reconnaissants. Pas comme vous. Pas comme vous êtes envers vos parents. Et donc, aujourd'hui, je devrais partir ou m'excuser. Vous avez demandé pardon à ma mère. Vous lui avez offert quoi que ce soit. Vous n'avez rien fait. Donc pourquoi devrais-je être reconnaissante pour un droit? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je devrais m'excuser? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je le dis, je ne suis pas fière aujourd'hui de ce qu'est la France, de ce qu'est devenue la France. Parce que ce n'était pas ça pour moi. J'étais tellement fière d'être française. J'étais tellement fière d'être parisienne. C'est un truc de dingue. En plus, quand tu arrives dans un pays, tu dis Paris, c'est tout de suite, waouh, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, non, je n'en suis pas fière. Je limite au maximum. Je suis marocaine. Vraiment, je suis maroco-sénégalaise et... plus je peux donner mes papiers marocains, mieux je me porte. T'en as beaucoup, même quand je le dis, ils me disent rentre chez toi alors, mais je suis née dans le 17e. Et je dis, en fait, c'est un truc de dingue, vous vous rendez pas compte qu'on est reconnaissant et attaché à un pays dans lequel on n'a pas grandi. Je dis, normalement, cet attachement, je le dois à la France. Cet attachement et cet amour, je le dois à la France. Je dis, mais la France ne m'aime pas. Donc comment je fais? La France ne m'aime pas à l'aise. Tu marches dans la rue, une vieille dame, mais te dit rentre chez toi, sale négresse. Pardon? Je dis, mais on est où, là? Je l'aide à ramasser son caddie. Elle m'insulte. On est où? Et quand t'arrives, on me dit, oui, mais bon, elle est... Ouais, elle est dégénérée ou... elle est vieille, elle comprend pas, c'est ça? Mais non, ça ne doit pas passer. Tu viens, t'insultes ma sœur. Tu viens, t'insultes une femme sous prétexte qu'elle a un voile. Tu viens, mais quand bien même elle est à poil, tu ne l'as pas à l'insulter. Qu'est-ce qu'on inculque à nos enfants? Quelles sont les valeurs qu'on inculque à nos enfants? En fait, écoutez, il va falloir vous habituer, les gars, parce que voilà ce qui se passe en France. Non,
La France, c'est pays des droits. On est où? Je n'ai aucun droit. Genre, on dit, ça vous plaît pas, madame, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Non, mais t'es française, de toute façon. Non, mais l'administration te dit ça. Ah, elle te dit ça, Ça ne vous l'administration? plaît pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un truc de fou, c'est la folie. Attention, je mets pas tout le monde dans le même sac. Il reste des gens qui font très bien leur taf. T'en as d'autres, je suis désolée, vous êtes payés à rien foutre, en fait. Et t'arrives, on est en train juste de te pousser à quitter. Mais on pousse nos meilleurs éléments à partir. Donc, t'arrives, t'as tous les ingés qui partent, des médecins qui partent, des médecins qui ne veulent plus aller dans des zones rurales. Ils veulent plus, donc les zones rurales n'ont plus de médecins. Donc, t'as plus de gens. Donc, toi, tes parents, tes grands-parents, Msaken, ils font comment? Ils sont malades, ils doivent taper 2-3 heures de route pour trouver un médecin. Alors qu'on avait tous on a grandi avec notre médecin de quartier qui est à 2 pas de la maison. Donc, je suis désolée. Vous venez vous insulter les gens de cité, les gens de cité, etc. Les cités, elle a fait sortir des dingueries, des talents de ouf. Mais vous les poussez à quoi? Vous les poussez à quitter? Et ensuite, vous dites oui, mais non, ils sont pas reconnaissants. Comment vous voulez qu'on soit reconnaissant alors que vous-même, vous ne mettez pas à l'aise? On se fait arrêter par la police, on se fait tabasser. Attention, je dis pas encore toute la police. Il reste des policiers qui font leur travail, ils sont exemplaires. D'ailleurs, ils sont super sympas, ce que tu veux et tout. Gentils, même quand toi t'es stressé, il dit on panique pas. Même il va te mettre une amende et ça te fait plaisir. Il est cool, tu vois. Donc tu dis bon, je paye l'amende avec plaisir. En même temps, voilà. Mais t'en as d'autres. Je suis désolée. Je me rappelle d'une fois, moi ça m'a traumatisée. Un policier, il a soulevé un flashball devant ma mère. Devant ma mère. Elle est là avec ses béquilles. Et pourquoi? C'était quoi le... Donc dans son quartier, on a un voisin, le pauvre, qui c'est le frère d'une voisine. Il est, comment te dire, un petit peu dérangé, le pauvre. Tu vois, dérangé, mais il fait pas de mal. Juste le gars, complètement psychoté, il a une doudoune toute l'année. Il a une doudoune toute l'année, il a toutes ses affaires sur lui. Il te dit, à la fin du monde, j'ai mes affaires sur moi. Donc, il a un pyjama. Il a créé des poches dans sa doudoune, des poches et tout. Il s'assoit comme ça. Il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Jamais. Même les enfants, jamais. Tu vois, il va fermer le portail. Il y a des petits, ils vont sortir, il va leur arriver quelque chose. Donc, il ferme le portail, il enlève les trucs. Donc, vraiment, il n'a jamais rien fait. Jamais un signe de violence. Il parle seul. Il parle tout seul, il est sous traitement. Ça se passe bien. Bien évidemment, on laisse pas d'enfant avec lui ou quoi que ce soit. Mais, nickel, rien à dire. Eh bien, contrôle de police, un soir d'été. Il doit être minuit. Le gars, il avance, il rentre. Je sais pas d'où est-ce qu'il était, d'où est-ce qu'il marchait. Il voit 2 mecs qui marchent derrière lui. Donc lui, il accélère le pas. Les gars accélèrent. Il court, les gars courent. Il commence à hurler. Il hurle. Il arrive à rentrer dans la résidence. Donc là, nous, ma mère, elle entend des hurlements. Elle se dit, imagine, c'est une fille toute seule. Elle est en train de se faire agresser. Donc là, on sort tous. On est 8 voisins. Hein. Donc voilà, on sort tous des immeubles et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je vois 2 gars en train de bastonner mon voisin. Donc, on a les gens de la résidence d'en face aussi qui descendent. Hein, tu sais, je me rappelle d'un gars fan de Johnny Hallyday, un biker, c'est descendu avec une batte de baseball en peignoir. Ça, c'était excellent. Tu vois, ça, c'était... Le gars, il y a une certaine solidarité. Tu vois, il n'y avait plus de couleur de peau ou quoi que ce soit, tu vois. Et le gars et les gens qui étaient en train de hurler, les mecs en train de dire on est de la police. Mais à aucun moment, tu arrives à voir d'où ils sont, ni quoi que ce soit. Donc, ma mère, elle leur explique, elle leur dit, écoutez, calmez-vous. Il ne comprend pas le français. On va lui dire de se calmer, que vous êtes la police, et il part avec vous. De toute façon, il part. Ils l'ont défiguré, frappé comme pas possible. Ils l'ont soulevé tel un mouton. Ils ont barricadé la rue. C'est une petite ville. C'est résidentiel. Il n'y a jamais eu de... Je te jure, on aurait cru que vous avez attrapé un terroriste. Et là, donc nous, on essaye de leur expliquer, calmez-vous, attendez, ça, on essaie de calmer tout le monde. Elle voit son frère se faire massacrer, elle hurle. On ne sait pas qui est la police, qui est pas la police, qui est quoi que ce soit. On leur demande de nous montrer, ils nous sortent un brassard. Je dis, mais tu peux sortir un brassard, il me faut une carte, quelque chose. Et tout, donc on finit par se faire encercler. Et là, ma mère qui dit au garçon, qui lui dit, mon fils, juste écoute, laisse-le. Donc elle lui dit, mon fils, juste écoute, il va partir avec vous, juste calmez-vous. Le mec, il soulève un flashball devant ma mère. Et il la menace. Mais j'ai pété un plomb. J'ai pété une durite. Donc, à quel moment tu vois de la violence dans là? On est en train d'essayer de calmer tout le monde. De calmer la situation. Il ne comprend pas. Lui, il se dit, il est en train de se faire agresser, il se fait soulever. Il ne comprend pas la police. Il ne comprend pas. Il dit à sa sœur, aide-moi, il me kidnappe. Donc, le pauvre, lui, il part dans le truc. Le lendemain, quand on arrive, parce que comparution immédiate, le lendemain, défigurer le gars. Défiguré, et t'as le policier qui vient qui dit mais il m'a mordu le petit doigt. Le gars il est défiguré, le bras vraiment horrible. Il lui ramène un traducteur égyptien alors qu'il est soudanais. Donc certes ça se ressemble mais c'est pas pareil. Donc le traducteur il traduit à côté. Une dinguerie, n'importe quoi. Vraiment, comment tu peux encore avoir confiance?
Et c'est parce que j'ai vu de bons policiers que j'arrive à croire qu'il reste des bons policiers. Et je me dis que tout le monde n'est pas pareil. C'est parce que j'ai vu des gens qui font bien leur travail que je me dis, en fait, il reste des gens bien. Mais ces gens qui ne voient pas ces gens-là, qu'est-ce qu'ils se disent? Il n'y a que ça, en fait. C'est tous des cons, tous des corrompus, tous des gens pas bien. Oui. Donc, moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens bien. J'ai eu la chance de tomber sur des gens qui font leur taf. Sur des gens qui font ce pourquoi ils sont payés, ce pourquoi ils se sont engagés, parce que c'est une vocation. Et voilà. Ou même le gars, quand il t'arrête, il t'explique calmement et gentiment pourquoi il t'a arrêté, quelle est l'infraction que t'as commis, et il te dit, mais c'est logique. Donc voilà. Donc tu prends l'amende avec plaisir. C'est ça. Le mec, tu vois, il est correct, il est correct, exactement. C'est ça. Et puis même, il vient, il s'intéresse à toi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Écoutez, mais c'est pas la fin du monde. Bon, allez. Tranquille. Il n'y a pas de souci. Là, aujourd'hui, non. T'as peur? T'as peur. Tu dis, mais je vais me faire massacrer, en fait. Avant, on s'attaquait pas aux filles aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction. Filles, garçons, ils viennent balayer dans le plus grand des calmes. Donc non, c'est pas la France que j'ai connue. C'est vrai que ça a changé, même tu prends la crise des gilets jaunes, tu finis mutilé, éborgné, tu te dis, mais attends, on manifeste pacifiquement, parce que ça n'a pas été... bon, après, il y avait des monuments, voilà. des trucs... Ça, par contre, je trouvais ça con. Mais mais bon, voilà. Ouais. C'est pas des gens qui ont été tabassés d'autres gens, quoi. Ouais. Et tu finis éborgné et tout, c'est... Alors que c'est des gens, en plus, qui manifestent, parce qu'ils te disent, la vie, elle est trop chère pour nous. Mais c'est la vérité. C'est ça. C'est la vérité. Parce que je pense que c'est... En fait, il y a eu... je sais plus, c'est laquelle, je crois que... J'ai peur de dire une bêtise. Est-ce que c'est une des maréchales Le Pen? Je sais plus. Une des filles Le Pen, je crois. J'ai peur de dire une bêtise. Elle a fait l'expérience de vivre avec un SMIC. Elle était en train de pleurer. Une politicienne aussi. Elle est en train de pleurer. Du coup... Mais tu pleures, ma chérie. C'est le commun de tout le monde, en fait. C'est notre vie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu pleures parce que c'est dur d'aller aider les gens, d'aller préparer à manger, parce qu'on vient te dit, t'as fait plus, hein. Il va falloir travailler plus, les gars. Parce que je suis désolée, hein. Partisans du moindre effort. Mais comment ça, quand tu sors à 7h du matin, tu rentres à 21h? Tes enfants, tu payes quelqu'un pour les garder, alors que toi-même, tu vas garder d'autres gosses. C'est le comble de fou. Et t'étais là en train de pleurer, t'as craqué. Je crois que c'est l'avocate, là. La blonde? C'est pas la blonde. Ah, voilà, c'était pas une comment Le elle Pen. s'appelle, Selman ou... Ah, merci, Sarah Selman. voilà, c'est elle. Je suis désolée, les Le Pen, pardon. Donc... C'est la même chose. C'est la même chose. Allez hop, tout le mais monde. c'était pas le même nom. Toutes les blondes ensemble, ils mettent toutes les voilées ensemble. Allez. Mais la vérité, c'était une blonde, pour moi, c'était Le Pen. Hein, tu vois, je suis désolée, elle était en plus les propos qu'elle tient, c'est hard. Non, je te mens pas, je zappe. Je vois que des parties, je zappe, je peux pas. Je sais que ça m'énerve, flemme. T'as pas connu la misère, tu viens, tu fais le allez, quand ils l'ont mis en situation, elle était là, non, ne me filmez pas en train de pleurer. Comment ça, on te filme pas en train de pleurer? Elle a su, justement. Je suis désolée. Là, t'arrives. Mais nos mères, parce que moi, j'ai été faire le ménage dans les bureaux le matin avec les mamans qui prennent les premiers trains à 4-5 heures du matin. J'y suis allée pour payer l'école, moi. Donc, j'ai vu ces mamans-là, les pauvres, et ces papas qui partent. Et toi, t'as pas vu ça? T'as pas vu tes parents faire ça? T'as pas vu tes parents aller faire des crédits à la Redoute ou au 3 Suisse pour t'acheter les vêtements de la rentrée, en fait? Donc voilà. Donc, non, il faut remettre un petit peu, comme je dis à chaque fois, la mosquée au milieu du village. C'est l'église, c'est la mosquée, chacun son truc. Tu remets la mosquée au milieu du village et tu vois un petit peu les dingueries. Je suis désolée. Moi, j'ai bossé pour 500 balles. Je peux te dire que une fois que tu les as, ils repartent très vite. Et là, non, je me sens plus à l'aise. Donc oui, bientôt partir. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une femme qui rencontre sa belle-mère pour la première fois et qui comprend que ça va pas matcher et que ça va être compliqué? Déjà, de base, la première fois où tu vas la rencontrer, c'est chez toi, ma chérie. Tu vas pas chez elle. La première fois où tu vas rencontrer ta future belle-mère, c'est qu'ils sont venus, se sont déplacés chez toi. Je ne vais pas boire de café, je ne vais pas boire de thé, je ne vais pas m'inviter, je ne vais pas au resto, je ne me présente pas ni quoi que ce soit. C'est eux qui doivent venir. Quand bien même, ce n'est pas officiel. On vient juste boire le thé, on vient rencontrer la belle-fille, la future belle-fille. C'est toujours comme ça? Toujours comme ça chez tout le monde. Pourquoi? Parce que sinon, c'est donner l'occasion de donner un avis non objectif. Et la proximité engendre des respects. Des deux côtés. Elle va te manquer de respect, toi, tu vas lui manquer de respect. Il y a des codes, par exemple, quand on rentre dans une nouvelle famille, il y a des choses qui sont peut-être normales pour moi, mais pas pour toi. Dans ta famille, qui sont ça va pas ou quoi? Tu mets la fourchette à gauche au lieu d'à droite. C'est blasphème, truc de dingue, ça va partir en bagarre. Chez moi, tu mets de fourchette, tu mets pas de fourchette, tu mets une cuillère, c'est ton problème. Enfin, c'est toi qui choisis, tu vois. Tu manges ton riz avec le couvert que tu veux, avec tes mains, si tu as envie, c'est ton problème, tu vois. Donc, quand tu y vas, elle ne te connaît pas. Tu vas fauter forcément à un moment. Et elle va s'arrêter sur cette erreur-là. Donc, elle va aller voir son fils, elle va dire, mon fils, elle n'est pas pour toi.
Reste chez toi, ma chérie. Elle vient te voir, tu la rencontres et après, elle vient autant de fois qu'elle le souhaite. Et puis ensuite, vous mettez une date, fiançailles. Si tu penses que ça va pas le faire, garde tes distances. Garde tes distances. Et si tu n'arrives pas à garder tes distances, ma chérie, ne le prends pas. Viendra un moment donné, il suivra sa mère et c'est tout à fait normal. Et lorsque tu vas t'embrouiller avec lui, il va dire « ma mère avait raison ». Les filles qui me disent « non, mais moi je me marie pas avec sa famille », tu te maries avec sa famille. S'il a des enfants, tu prends ses enfants. S'il a une maman, tu prends sa maman. Quand bien même, sa maman reste à sa place et toi à ta place. Par contre, c'est vrai que je comprends pas le concept des femmes ou des hommes qui n'acceptent pas les enfants de précédentes unions. Bah, moi, au début, c'était les hommes qui n'acceptaient pas les femmes avec des enfants. C'était très courant, voilà. Aujourd'hui, non, t'as des femmes, elles te disent non, je n'accepte pas qu'il ait des enfants. Parce que elle dit qu'il va y avoir la femme, la première femme qui est encore là, la mère de l'enfant, à partir du moment où l'enfant est bien éduqué. Déjà, je vais faire partie de l'éducation de cet enfant. Pour moi, il est important de rassurer cette maman aussi. Elle te donne son enfant. Ça veut dire que tu vas vivre avec le papa, mais l'enfant, il va venir aussi chez toi. Donc, c'est tes règles. Je me mets d'accord avec la maman. C'est important, moi, je trouve qu'elles aient une conversation. Mon enfant vient chez toi. Donc, ça veut dire que tu vas te... Même si tu n'es pas... Elle va jamais t'appeler maman. Tu ne te substitues pas. Mais à ce moment-là, tu es la maîtresse de ce foyer et tu vas éduquer mon enfant. Donc, ça veut dire que si mon enfant va commettre une erreur, va faire quelque chose, tu vas devoir l'éduquer. Bien sûr, en prenant les mesures nécessaires et tout, tu vas pas commencer, dès que l'enfant il touche à un truc, tu commences à... C'est chez lui aussi, tu vois, et ça reste un enfant. Tu vois, créer un lien aussi, parce que tu deviens une tata un petit peu. Donc, créer un lien avec cet enfant. Et si tu ne l'acceptes pas, ne le prends pas. Il n'y a pas de souci. Laisse ce gars-là, il va trouver quelqu'un d'autre. Ou laisse cette femme-là, elle va trouver quelqu'un d'autre. Cet enfant, il fera partie de sa vie. Après, aujourd'hui, les gens, certaines femmes prennent l'enfant comme otage. Donc, la maman, elle va aller, comme on dit chez nous, ammar l'enfant. En fait, elle va le remplir. Elle va dire non, l'écoute pas, tu fais ce que tu veux, c'est chez un. Et l'enfant va être impoli envers la belle-mère. Elle va être impoli envers son père. Et finalement, ça va créer une ambiance dégueulasse. Et c'est ce qui peut détruire le couple, finalement. Parce que lui, tu vas le mettre dans une position de choix. Il ne peut pas choisir entre son enfant et sa femme. Il va choisir son enfant et je lui conseille de choisir l'enfant. Tu peux pas choisir. Donc, ça veut dire écarter ton enfant au détriment de ta femme. Ou aller voir ton enfant tout seul et tout. Soit je prends le package et je mets des règles. Et c'est les règles de ma maison. C'est comme ça. Soit je ne veux pas et merci, au revoir. Et toi, tu dis que la belle-mère, elle doit parler avec la mère. Je trouve ça important. Je te confie mes enfants. Je te donne mes enfants. Donc là, je te donne ce que j'ai de plus cher. Mais les femmes, elles acceptent ça? Bah, si elles n'acceptent pas, je pense que... moi, je trouve ça intelligent, je trouve ça mature. Mettez de l'eau dans vos thés, dans votre vin, dans ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, vous mettez votre rancœur de côté. C'est le bien-être de votre enfant. C'est pas une compétition. Il n'est plus avec toi. Tu n'es plus marié avec lui, il ne t'aime plus, mais il y a toujours du respect. Même s'il y a un peu d'amour, il y a toujours du respect. Tu vois? Donc, ayez du respect aussi pour cette femme-là. Elle a perdu son mari. Donc, même si c'est fini, tu sens que tu lui prends quelque chose, tu lui prends son enfant et ça se passe mieux. Elle peut se dire, bah, peut-être qu'elle va préférer, ou mon enfant va préférer peut-être plus rester avec son père ou quoi que ce soit. Rassure-la. Rassure-la. Écoute, il n'y a pas de souci, voilà mon numéro, appelle-moi quand tu veux. Il y a besoin de quelque chose pour le petit, si tu veux voir, etc. et tout, la petite et tout, appelle-moi. Il n'y a pas de souci. Ou si ça se passe pas bien, je me dois, par respect pour toi, voilà, je suis un tel, sache une chose, je m'occuperai de ton enfant comme le mien. Et sache que ta place, c'est ta place. Moi, je ne suis que la tata, je ne suis que la babysitter si t'as envie. Je suis la belle-mère. Enfin, mais que ce soit carré. Tu peux pas venir, elle est contente, elle est d'accord, elle est pas d'accord, je n'ai rien à faire. Elle te confie quand même son gosse. Tu vois, que tu le veuilles ou non, elle a le gosse à la maison, rassure-la, ça te coûte rien. C'est gratuit aujourd'hui les appels. Donc, c'est compris dans ton abonnement. Rassure-la ou envoie-lui un message ou va la voir. C'est tout. Une fois que c'est fait, merci, au revoir. Après, évidemment, si ça se frite, c'est pas vivable et tout, bah écoute, ce sera respectueux, cordial et fin de l'histoire. Demain, il peut pas déposer l'enfant. C'est toi qui vas tuer la personne de confiance. Tu vas devoir déposer l'enfant. C'est quoi? On se tape devant le gamin? Non, je te rends ton gosse et merci, au revoir. Ouais, en tout cas, moi, je trouve ça plus respectable et plus judicieux. J'avais une question sur la demoiselle. Ouais. Qui est ta community manager, je crois. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Qui est avec nous. Oui. Hein, on va pas la montrer à l'image. Donc, elle a fait un accident. Donc, tu parlais de l'Égypte tout à l'heure en buggy. Hein, si, exactement. J'ai bien fait mon travail quand même. En quad. Ah, en quad? Ouais. Ok. Je pensais que c'était en buggy. Et vous êtes retrouvés là-bas en galère? C'est la pire galère, honnêtement. J'en ai connu des galères. Mais ça a été la pire chose face à laquelle je me suis retrouvée démunie.
On partait un petit peu faire une activité avec une agence qui nous avait invités. Et également, donc on voulait un petit peu mêler le côté associatif, tu vois, parce que dans chaque pays où on va, on fait une petite mission humanitaire, donc les orphelinats, les camps, là où on peut aider, on aide un petit peu. On est parti, on arrive sur place, bel accueil, gentil. On a eu la peur de notre vie, on pensait que t'allais pas venir. Bref, premier jour, nickel. Deuxième jour, je crois qu'on est à Eden Island. Ça se passe super bien, super beau. On parle d'aller faire de la plongée. Et là, je reçois des messages de partout. Tu plonges pas, il y a des requins. Tu fais pas ce qu'il y a des requins. Et là, troisième jour, jour de quad. Jour de quad, c'est pas un désert classique. C'est pas quelque chose dans lequel on a l'habitude, parce qu'on a fait du quad partout. Hein. On a bougé partout, on a fait du quad partout. Tu sais, il y a des grosses pierres partout, ce que tu veux et tout. Nami a l'habitude de faire du quad depuis petite. Elle a l'habitude de gérer, de filmer, tout ça, etc. et tout, sans aucun souci. On a les outils pour et tout. Là, premier truc, on le sent pas du tout. Et le mec, il le sent pas. Le mec, il me dit, attention, etc., c'est un peu compliqué, Je dis, bon, ok. J'arrive, moi-même, tu vois des dunes, mais tu vois pas que c'est vide, en fait. Et tu descends des trucs comme ça. Je dis, il est fou, lui, tu vois. Bah oui. Vraiment, mais tu sais, des grosses pierres partout. C'est pas un sable, c'est des pierres partout. Ok. Et là, Nami, devant moi, à un moment donné, elle se retourne pour voir si je suis derrière ou je sais pas. Et il y a une pierre énorme. Elle tape dans la pierre, le quad vole. Et elle arrive à se jeter du quad, puisqu'elle a l'habitude des chutes, donc elle se dit, je m'éjecte et il tombe. Le quad fait un 360, et au moment où il se retourne la dernière fois, il lui tape la cuisse et il lui fait 3 fractures. Le pubis et le bassin. Et là, l'enfer commence. Là, elle me dit, t'inquiète pas, s'il n'y a pas de problème, tout est pris en charge. On ramène un hélicoptère. Tu ramènes un hélicoptère, madame, qu'est-ce que tu me racontes, toi, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je comprends pas, tu vois. On appelle les secours. L'ambulance, on la voit, on l'entend, mais elle peut pas accéder à nous. Ah là là. Impossible. Donc, et là, ils me disent, mais on la met sur le quad. Je dis, mais jamais de la vie. Son dos est touché, elle hurle. La moindre secousse, le moindre mouvement, c'est sa colonne vertébrale qui est prise. Elle ne sent plus, en fait, de sa nuque à ses genoux, elle sent plus rien. J'arrive pas à réfléchir quand c'est trop quand c'est le stress et la panique. Truc. Ouais. Je suis quelqu'un qui panique pas. Les autres paniquent, moi je panique après. Je panique après. Donc Nami, je lui demande d'arrêter d'hurler et là je lui dis mais ferme-la 30 secondes. L'autre à côté, je lui dis toi aussi ferme-la. Je commence à enlever les kéfiers de tout le monde et on stabilise son bassin. Et là ils me disent on va la mettre sur le quad. Je dis bah oui, vous avez raison. Je dis, mais quelle idée, j'y avais pas pensé avant. Je dis, mais vous êtes con, quoi, on peut pas la bouger et tout. Et j'ai dit, non, un plan dur. Donc, si c'est pas un plan dur, elle ne partira pas. Une planche, n'importe quoi. Ce que vous voulez. Il me dit, non, il y a des gars, ils vont la soulever. Je dis, vous ne pouvez pas la soulever. Bref, donc ça part en cacahuète. On trouve la solution, ramener un buggy avec un brancard dedans. Donc, c'est la seule chose qui va pouvoir passer. Déjà, pour arriver à la mettre sur le brancard, ça a été une horreur. Et le mec, il la met comme ça, sans sangle, sans rien. Et il voulait prendre la route. Hors de question. Avec les grosses pierres. Et les trucs comme ça qui montent, qui descendent. Et là, je dis au gars, donc j'en prends un. Le médecin et le médecin ou l'infirmier, je ne sais pas, l'ambulancier, ce qu'il est. Il est devant avec le chauffeur. Et je monte derrière, en fait, sur l'espèce de porte-bagages. Je dis à un des gars de tenir le brancard d'un côté et moi de l'autre et de maintenir au maximum pour qu'elle puisse... Et là, Nami, à la moindre secousse qui... hurle de douleur. Elle ne hurlait même plus. Juste, elle avait que les larmes qui coulaient. Elle hurlait même plus. Elle avait plus de force. On arrive à l'ambulance. On arrive dans le premier hôpital, pleine de sable, de terre, de sang, de ce que tu veux, des trucs de dingue. Et les mecs, ils la prennent, ils la retournent comme une crêpe. Comme ça. Là, elle, ça y est, tellement elle hurle, elle sent son corps lâcher. Elle n'a plus de force, en fait, pour soutenir quoi que ce soit. Elle convulse et fin. Et le mec, il fait des radios comme ça avec le sable, les pierres sur elle et tout. Genre, je dis, mais qu'est-ce qu'il va avoir, celui-là? Donc, j'appelle un ami à moi, médecin. Donc, Walid, docteur Dodi, en France. Et je lui dis, voilà ce qu'il y a. Il me fait, ok, t'inquiète, c'est bon. Bouge pas de souci. On est en train de truquer, de regarder un petit peu ce qui se passe et tout. Il me dit, mais il me faut la vidéo. Il me faut la radio. En fait, regarde quand il est sur son écran, demande-lui la vidéo, que tu filmes et tout, que je puisse voir avec mes collègues. Et là, le mec, il refuse.
Mais déjà, le médecin qui vient me voir, j'avais un doute entre un médecin, entre le primeur, je sais pas ce qu'il faisait là, tu vois. On dirait un gars qui a trouvé une blouse, il l'a mis sur lui. Enfin, et il me parle, donc j'ai la chance de parler l'égyptien, et couramment, parfaitement. Et là, le mec, il me dit non, elle rentre au bloc. Je dis bah non, je marche sur des seringues. Non, elle va pas rentrer au bloc en fait. Il me dit si, elle rentre au bloc, elle va se faire opérer. Je dis mais jamais de la France. Jamais. Et là, bah, il lève les épaules et il s'en va, il nous laisse. Sans rien. Perfusion, pas de nettoyage, rien du tout. Il lui injecte des trucs, on ne sait pas ce qu'il lui injecte. Je demande ce que c'est, des calmants. Enfin, elle sait plus, elle arrive plus. Et là, ça a été l'enfer. On a été, comme je te dis, avant que ça s'enclenche auprès de l'association avec laquelle on était, en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait pas du tout d'assurance. Qu'ils avaient pris les billets avec des cartes personnelles et non des cartes professionnelles. Donc, si nous, on n'était pas aussi dans le cadre d'humanitaire, comment on fait? Comment on rentre? Comment c'est possible? Mais tu sais, le temps que tu te dises, je vais appeler les filles avec qui je taffe. Je me suis dit, mais comment je fais? Et premier hôpital, une galère. Deuxième hôpital, ben là, c'était un peu mieux. Mais pareil, on vient, tu vois, des rapatriements à 30K, à 20K. J'ai juste disparu des réseaux et on est en train de réfléchir à comment faire rentrer Nami, en fait. Alhamdoulilah, tout a pu s'emboîter, mais 7-8 jours plus tard. Donc ça veut dire 7-8 jours de galère, pas de soins comme il faut. On lui maintenait son bassin avec des ceintures pour le dos. Et alhamdoulilah, pour l'instant, on échappe encore à l'opération. Mais c'était tellement fracturé que c'était opération obligatoire. Et à force de serrer tous les jours, on faisait de la rééducation. Je me suis cru médecin. Ça, je suis docteur maintenant, appelez-moi médecin. Donc, il faut mettre docteur Ranel. Pareil, on a maintenu son bassin un maximum. J'ai suivi toutes les indications de Walid et de ses collègues, des docteurs en France. Et voilà, après, on a pu rentrer. Au bout de, je crois, on a passé 12 jours. 12 jours à l'hôpital. Et à chaque fois que je lui disais, ça y est, c'est bon, demain on rentre, elle me regardait, elle me dit, c'est bon, j'y crois même plus. Et elle n'y a pas cru jusqu'au jour où, même quand les médecins sont venus la veille, elle me dit, ouais, mais il va y avoir un problème, on va pas partir. Je dis, si, regarde, ça y est, c'est bon, ils sont là, ils vont pas laisser leur médecin ici. Je dis, on rentre, c'est bon. Elle me fait, ouais, mais ça, on partira pas. Tu vois, elle me dit, flemme. Et on avait... Donc, du coup, on nous a dit, où est-ce que vous voulez rentrer, quoi? Dans quel pays vous voulez rentrer? Je dis, elle, de toute façon, elle est française, donc il faut qu'elle rentre en France. Je lui dis, fin. Et on est rentré. Et alhamdoulilah. Mais tout ça, j'ai expliqué aux filles que d'être très vigilante, même entre copines, d'habitude, on prend les billets des unes des autres. Surtout pas. Chacune prend son billet. Ouais. Quitte à ce que je te fasse un virement, tu me rembourseras après, mais chacune prend son billet. Voilà. Dès que t'es arrivé, dès que l'avion a atterri, hôpital direct. Ah, c'est bien. Ouais. En fait, on est venu en rapatriement sanitaire. Et c'est là où vraiment les filles... Il faut maîtriser une langue. Si on maîtrisait pas l'arabe là-bas, ça aurait été une galère. Ça aurait été une galère, il l'aurait laissé là-bas. Même, il lui a injecté des produits, on savait pas quel produit lui injecter. Il y avait écrit son nom et son prénom sur la seringue. Je leur demande c'est quoi, ils me disaient Moussakin, calmant. Je dis comment ça, calmant? Je dis mais... C'est chaud quand même. Et là, je lui dis si elle part et qu'elle n'a pas de maladie de sang, qu'elle n'a rien, tout va bien. Je me dis, ça ira. Ça y est, c'est bon. Là, aujourd'hui, elle est assise, elle se lève avec les béquilles, elle arrive à s'asseoir sur le fauteuil, c'est un truc de fou, déjà. Ça y est, c'est bon, pour nous, elle est guérie. Ouais. Elle a un super kiné. Chelou, mais super. C'est cool. Ouais. Mais c'est ouf, hein, quand même. Ouais. Mais après, tu te rends compte aussi qu'en France, il y a quand même si les hôpitaux sont surchargés, qu'il y a des manques de moyens et tout, il y a quand même un vrai suivi... Le suivi, je l'ai réclamé en France. Hein. En arrivant, je me suis embrouillée. Ah ouais? Aussi? Purée. En fait, elle est rapatriée. Elle est censée arriver dans un hôpital qui l'attend. Donc, des médecins qui l'attendent parce qu'elle est censée se faire opérer. En tout cas, si ça ne commençait pas à se résorber. Et là, moi, je me dis... Donc, on me dit, ça sert à rien de venir à l'hôpital. Elle passe par les urgences. Donc, rentre-toi. Donc, moi, je me suis dit, je vais rentrer, je vais prendre des affaires, je vais aller lui acheter à manger. Et là... J'arrive, il est 17h. Et elle avait vu aucun médecin. Donc, on est arrivé en France à 5h30. Elle était à l'hôpital à 7h. Et elle n'a vu personne. Ils l'ont prise, ils l'ont foutue dans... Même pas de radio, rien. Dans une chambre. Et fin. Tout au fond d'un couloir. Et merci, au revoir. Donc là, je dis, mais attends, elle se fout de moi. Moi, je me suis dit, tranquille, elle a vu les médecins, elle a vu quelque chose. Ouais. Elle me dit, non, j'ai vu personne. Je lui dis, t'as réclamé?
Elle me dit, oui, mais ils m'ont dit, bah, il n'y avait pas. Ah, c'est vrai que tu peux rien faire. Elle était alitée, tu veux Bah qu'elle oui. fasse quoi? Ouais. Donc, je sonne, et là, je demande à l'infirmière, et là, je dis, mais elle n'a pas vu de médecin? Ben, il n'y en a pas. Et elle me dit comme ça, hein, vraiment le même ton, et elle me regarde comme ça. Elle me fait, ben, il n'y a pas. Je dis, il n'y a pas de problème, mais du coup, à qui dois-je m'adresser pour savoir s'il y a ou pas? Ben, c'est pas ma faute. Je lui dis, j'entends totalement, je suis pas du tout en train de vous blâmer et j'essaye de rester calme parce qu'elle, elle y est pour rien. Elle est infirmière ou elle est soignante. Donc, si elle a l'information qu'il n'y a pas de docteur, elle va pas m'en inventer un. Donc, je lui dis, OK, donc où est-ce que je dois m'adresser? Qui est-ce que je dois faire chier pour voir quelqu'un? Elle vient me dit, ben, j'en sais rien. Je dis, vous avez une responsable? Elle me dit, je dis, bah, appelez-la moi. Et là, elles viennent à 3. Et elle pense qu'en venant à 3 et me répétant la même chose, genre que ça allait passer. Je suis restée sur mes positions. Et là, elle voit que je lâche pas l'affaire. Elle me dit, ben, je vous ramène un interne. Je dis, mais au moins qu'elle fasse une radio. Je dis qu'elle fasse quelque chose. Et là, OK, d'accord. Donc, pas de souci. L'interne vient. Lui fait faire une radio. Et là, en montant, il lui dit, mais il n'y avait pas autre chose à faire? Elle dit, bah si, je dois faire une IRM ou je sais pas quoi. Il lui dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Elle dit, bah j'en sais rien. Moi, personne ne m'a dit. Il va voir les infirmières. Elle lui donne la même réponse que moi. Et lui, il pète un câble. Donc, il pète un plomb, il arrache son tablier, il dit « Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle fout ici ?» Et elle est restée comme ça. Donc, si on n'avait pas la pression à mettre tout le temps, donc constamment, en fait, c'est rien. Après, j'entends qu'il y a des cas beaucoup plus graves. J'entends qu'il soit surchargé, mais juste une réponse. Une réponse, ça désamorce les conflits. Enfin, des cas plus graves, là, c'était quand même un cas qui était très grave. C'était tu sais pas pas assez si grave. elle va être Ah non, elle est arrivée, elle m'a dit... tétraplégique ou, elle m'a dit que oui, bon, c'est bon, elle est rentrée. Je suis OK. OK. Je vais pas câbler maintenant. Je dis, je vais pas câbler. Je vais finir en tôle. Je dis, j'ai pas été en tôle en Égypte, je vais finir en tôle en France. Donc, non, là, j'ai demandé au médecin que je connaissais s'il pouvait faire quelque chose. Et effectivement, ça s'est enchaîné dans la foulée. Elle a vu un kiné, tout ça, etc., tout ce qu'il fallait. Et justement, il comprenait pas comment la première radio, opération immédiate, la deuxième radio, ça va, la troisième radio, ça avance bien. On verra s'il se passe quelque chose, s'il y a besoin d'une opération. On verra. Donc, je me suis dit, grâce à Dieu, alhamdoulilah, on a fait tout ce qu'il fallait et elle a écouté, même si c'était dur. Parce qu'elle n'écoute pas. Non, vous en rirez dans 10 ans. Oui, là. Mais là, même, ça y est, on en rigole déjà. On en rigole Ouais. déjà. À Ouais, chaque mais fois, t'es je viens, encore je la dans ta menace. chaise, hein. Je dis, toi, je vais te retourner en Égypte, tu vas rien comprendre, toi. Donc... Non, ça va. Même la Bah oui, chaise, encore. ça va. Elle s'asseyait pas. Ouais. Et la moindre secousse dans la chaise lui faisait horriblement mal. Donc là, ça va. Ça va. Aujourd'hui, ça va. Enfin, j'espère que ça va. Ça va? Oui. C'est bon? On sait que pas loin, il y a Gaza. Comment est-ce que tu vis ce qui se passe là-bas quand tu es en Égypte? Honnêtement, là-bas, au Ghana, tu le ressens absolument pas. Et c'est un truc de dingue. Tu le ressens pas. Tu vois beaucoup au Caire, parce qu'il y a beaucoup de migration, tu vois, qui se concentrent là-bas. Tu le vois absolument pas. Ouais. Ok. Tu le vois absolument pas. Et c'est un truc de dingue, parce que quand tu apprends que pour faire passer des gens, ils te réclament des sommes astronomiques, tu te dis, mais c'est un truc de fou. En fait, ils en ont créé un business alors que des gens, en fait, sont en train de mourir. Tu vois? Des trucs de dingue. Tu le vois pas du tout. Tu le sens pas. Et c'est après, quand on était posé, même à l'hôpital, je dis, mais là, à quelques kilomètres. À quelques kilomètres, il y a ça. À quelques kilomètres, il y a le Soudan. À quelques kilomètres, il y a ça, tu vois. Donc, c'est un truc de dingue. Alors que moi, je me positionne ouvertement. Donc ça, c'est pour ma part, on sera toujours du côté de la Palestine. Et en tout cas, ils auront tout le soutien possible, tout ce que je peux faire. Et c'est jamais assez. C'est jamais assez ce qu'on fait. Et j'espère encore pouvoir soutenir. Et en tout cas, comme je t'ai dit, une fois là-bas, tu le voyais pas, tu le sentais pas. Tu vivais ta vie. En fait, t'étais en mode de touriste, quoi. Vraiment, tu le sens pas du tout, tu le vois pas. Et tu ne l'entends pas. Parce que tu dis, tu vas entendre peut-être quelque chose, quoi que ce soit. Rien du tout. Tout est fait pour que tu... Il n'y ait rien. C'est pas à côté, en fait. Aujourd'hui, on voit des influenceurs, des coachs, naître et disparaître du jour au lendemain. Pour toi, c'est une vraie vocation ou juste une étape de ta vie? Il faut que ce soit une vocation, sinon tu peux pas faire ça. Honnêtement. Moi, je l'ai toujours fait, même dans l'ombre. J'écoutais mes mariés, je conseillais mes mariés, les copines, la famille. Je sais que lorsqu'il y a un problème dans la famille, en règle générale, c'est moi qui règle. J'ai souvent la tête froide et je suis extérieure au problème. Donc forcément, j'aurai un avis qui n'est ni pour toi, ni pour lui. Donc voilà, non, je pense que il faut vraiment le vouloir. Il faut que ce soit une vocation, sinon tu
tu dureras pas. Mais je pense que je pourrais pas durer à la fréquence à laquelle j'exerce là aujourd'hui. C'est-à-dire tous les jours. Tous les jours, ce sera pas... Tu sais, t'absorbes beaucoup, tu te fatigues beaucoup, et finalement, tu commences par ne plus être atteinte de quoi que ce soit. Et ça devient dangereux. Ouais, c'est à force d'entendre les histoires Ouais. et... Pour elle, c'est un truc de fou. Pour toi, écoute, du coup... Voilà, tu vois, tu dis... Et du coup, toi, après, vas-y, active. Donc, c'est ça qui devient moche. Et quand t'étais petite, t'étais un peu la copine à qui on racontait... Oui. Oui, j'étais la petite grosse qui règle les problèmes. La petite grosse. La petite grosse qui règle les problèmes, vraiment. La copine de tout le monde qui rappelle au gars la Saint-Valentin. Non, mais attends, faut lui dire ça, faut lui faire ci, et voilà, quoi. Comment on fait pour rester vrai et authentique quand on sait qu'on a des millions de regards braqués sur soi? Ma mère. Ma mère. Arrête de te la raconter. Non. Même pas, qui me dit, oublie pas d'où tu viens. Oublie pas d'où tu viens, et j'espère ne jamais oublier. J'espère que j'ai jamais froissé qui que ce soit avec mon comportement. J'espère n'avoir jamais froissé quelqu'un. Et j'essaye de rester le plus humble possible. C'est pour ça que même le fait de rencontrer les filles, d'aller prendre des photos et tout, ça me dérange pas, c'est le jeu. C'est au contraire, je me dis que j'ai la chance de pouvoir vivre ça aujourd'hui. C'est vrai que peut-être avec une ampleur peut-être plus grosse, ce sera plus compliqué, mais aujourd'hui, j'espère être terre à terre, même que ce soit dans mes placements, dans ce que je vais faire, dans ce que je vais partager, j'essaie de faire très attention, comme si c'était pour moi, comme si c'était pour un membre de ma famille, et voilà. T'as déjà eu des commentaires ou des accusations injustes de la part de personnes, et comment tu l'as vécu, comment tu fais face à ce genre de... Je réponds, je suis du tac au tac. Je suis du tac au tac, je réponds très ouvertement, ça m'atteint pas. Ça m'atteint pas parce que ça reste assez minime. C'est pas comme s'il y a des vagues de haine. Là, ça reste minime de temps en temps, ça m'atteint pas. J'espère être vraie, en tout cas, je fais le maximum. Et comme je le dis, même dans mes placements, j'espère faire les choses bien, et voilà. En tout cas, tu essaies de faire du mieux que tu peux. Vraiment, c'est le du principal. mieux que je peux. Ouais. Et comme les produits, je les teste d'abord sur moi. Hein. Il y a des phases de test d'1 mois ou 2, hein, avant d'en parler, avant d'accepter, avant de faire quoi que ce soit. Il y a des contrats qu'on refuse, il y a des choses qu'on refuse. Même quand bien même on nous double, on nous triple la somme, on refuse. Je ne mens pas. Même si on me dit, oui, dis que tu as testé le produit pendant 2 semaines. Non, je le teste vraiment, ça te va, tant mieux. Ça te va pas, je t'invite à reprendre ton produit. Je te le paye, il n'y a pas de problème, merci, au revoir. Donc, je vais pas mentir, ça a fonctionné, tant mieux, ça n'a pas fonctionné, ça fonctionne pas. On parle souvent de relations amoureuses, hein, mais on parle rarement d'amitié. C'est qui l'ami sur qui tu peux toujours compter? L'ami sur qui je peux toujours compter? Dans la vie ou aujourd'hui? Dans la vie, aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui sont extraordinaires. Là, qui, en tout cas, à l'instant T, me soutiennent vraiment. Nami, elle en fait partie d'ailleurs, elle supporte beaucoup. C'est vrai, parce que je suis très dissipée. Je suis très, très dissipée. Il va y avoir... là, s'il faut les citer, il y a Soufaina. Soufaina, elle, c'est mon gars sûr. C'est le gars que je vais envoyer. C'est une fille, mais c'est le gars que je vais envoyer. Elle est là, même s'il faut taper quelqu'un, elle te dit, bon, allez, on y va. Je dis, mais ça va pas. Tu vois, donc vraiment, elle règle le problème. Elle est là même à 4h du matin. Tu vas avoir aussi la geek, vraiment. T'as Lei aussi, que j'ai rencontrée. C'est vraiment des personnes extraordinaires. Il y a aussi, même si Oumaï, elle me fait mal à la tête, elle est de très bons conseils. Il y a des gens qui gravitent autour de moi, qui sont sur qui je peux compter s'il m'arrive quelque chose. Même si je suis très solitaire de base. Je suis très, très solitaire. Je parle pas de mes problèmes. Je parle pas de mes soucis, en vrai. C'est marrant, hein, parce que tu écoutes les problèmes des autres et tu parles jamais des tiens. Jamais. Je vais jamais parler de mes problèmes. Alors parlons de tes problèmes. Je suis là pour ça. Ça va être long. T'as la soirée? Non, vraiment, je parle pas de mes problèmes. Parce que je me dis, en fait, en vrai, ils vont pas avoir de solution. Ça sert à rien. C'est encombrer leur cerveau. Dis ça, toi? Ouais. C'est moi qui trouve la solution pour les autres. Donc, en règle générale... Vas-y, je vais encombrer mon cerveau, je vais repenser. T'as besoin d'avoir des solutions, tu vois, des réponses à tes questionnements. T'as besoin, toi, en tant qu'être humain. Je vais chercher moi-même, je vais trouver moi-même la solution.
Ah, ok, t'arrives à trouver... Si je trouve pas, je vais aller me poser jusqu'à trouver. Donc, des fois, tu vois, je vais totalement me déconnecter. Je vais me poser, même il m'arrive de pleurer. Hein, je suis pas bien, j'ai pas de solution, je sais pas comment faire, je suis dépassée. Là encore, même là avec l'Égypte, j'ai eu des gens sur qui j'ai pu compter. Nesrine, Walid, c'était Mehdi. C'était un truc de fou. Mehdi, je l'appelais. Il était là, il m'écoutait. Et à un moment donné, même quand il me disait khair, Inch'Allah, je me dis, mais comment ça, khair? Mais qu'est-ce que tu me dis, khair? Tu vois, donc je suis là, je suis en train de m'exciter. Il me dit, écoute, là, t'es énervé. Vas-y, je vais te laisser te calmer. Et le pauvre, il raccrochait pas. Il restait au téléphone. J'étais là en train de pleurer. Et à la fin, je dis, ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, donc, Non, mais parce qu'il savait qu'il était obligé d'être à l'écoute. Ouais, mais t'avais des gens qui l'ont pas été. J'ai disparu des réseaux, ça a alerté personne. Enfin, ça a alerté des gens. Ça a alerté des gens de ma commu. Ça a alerté des amis, etc. Ça m'a même surpris que des gens avec qui je parle pas plus que ça, ils me disent, ça va, tu vas bien? Je te vois plus. Mais des gens que je côtoie, ils m'ont même pas envoyé un message. Après, peut-être que les gens que tu côtoies, ils vont pas te voir sur les réseaux. Bah, même, t'as pas de nouvelles de moi pendant 10 jours. Ah, mais moi, avec des potes... Je suis en Égypte. Ah oui. Je sais pas, ouais. tu vois plus rien. Hmm. Je réponds même plus aux messages, plus rien. Et là, c'est une fois que je rentre, je me dis, ah là là, ouais, je me disais aussi, elle était où? En fait, juste disparaître, tu sais, il y a ne pas donner de nouvelles parce que ça m'arrive. Moi, ne pas se voir même pendant 6 mois, c'est pas un problème, tu vois. Et il y a disparaître. Donc, je vois quelqu'un, je dis, c'est chelou quand même, ça fait un moment là. Ça va, tout va bien? Ok, top. Là, ouais, ça a fait le tri. L'Égypte aussi a fait le tri. Voilà. Mais je suis pas très, très douée en amitié. Je suis pas très douée. Des fois, j'ai l'impression d'être une mauvaise amie. Donc, parce que je suis pas quelqu'un qui entretient les liens. Je suis pas quelqu'un qui appelle. Je suis pas quelqu'un qui envoie les messages. Par contre, tu m'appelles à 2h du matin, 3h du matin, je suis là. T'as pas besoin de m'expliquer. Ouais, on s'est pas parlé pendant 6 mois, je suis là. On s'est pas snappé, on s'est pas invité, on s'est pas vu, je suis là. Ah, mais c'est ça la vraie amitié. Pour moi, c'est ça. Tu peux même ne pas voir ton meilleur pote pendant 3 ans. Mais c'est pas la vie de tout le monde. Moi, j'ai des potes, je les vois pas pendant 3 ans. Ils sont partis vivre à Lille ou je sais pas quoi. Ouais. Là, j'ai vu mon pote Oussam. Viens, il y a le concert de Gringe et tout. C'est demain. Ah bah vas-y, je viens. Nanana. C'est comme si qu'on s'était quitté il y a hier, quoi. Mais tout le monde n'a pas la même notion de l'amitié. Je peux comprendre que mon comportement ne plaise pas ou ne convienne pas. Je l'entends. Peut-être qu'elles ont besoin de plus. Donc à ce moment-là, je suis peut-être pas celle qu'il leur faut. Est-ce que le fait d'être connue t'a éloigné de personnes que tu aimes profondément? Justement, on parlait d'amitié, et même d'amour. Hein. Ouais. Pourquoi ça t'a éloigné? Comme je le dis, je suis pas quelqu'un qui entretient beaucoup les relations. Et donc, en plus, en rajoutant les réseaux, ça a été encore pire. Et donc, du coup, t'en as qui te disent « Mais tu prends la grossette parce que tu réponds pas. Mais tu fais la meuf. » Ou sinon, peut-être qu'ils ne veulent pas forcément ton bonheur. Moi, j'ai eu des gens, j'ai entendu, ils sont partis déballer ma vie. Ah ouais? Ah oui, ça, c'est pas de la vraie amitié, ça. Et pourtant, je considérais, tu me demandes un rein, je te le donne. Je te considérais comme pas possible. Pour moi, ce qui m'a fait pleurer, c'est pas des histoires d'amour, hein, c'est l'amitié. Hein. C'est vraiment l'amitié. Perdre une amitié, c'est un truc de fou. Parce qu'en vrai, si c'est un mec, vas-y, il y en a d'autres. Mais des amis, il y en a peu. Donc du coup, en fait, c'est qu'on n'était pas réellement amis, alors. Si tu m'as perdu aussi facilement, c'est qu'on n'était pas amis. Et c'est ça qui est dommage. Moi, souvent, en tout cas me concernant, j'ai l'impression d'avoir plus d'estime envers mes amis que mes amis en ont pour moi. Alors peut-être que je me fais des films, mais tu vois, il y a ce côté-là où, quand j'aime quelqu'un, tu vois, en amitié ou même en amour, je vais tout donner, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est en retour, c'est pas la même... C'est pour ça que je n'attends rien. Parce que comme je dis aux gens, inconsciemment, on attend. Et à la fin, quand ça se finit, on dit « Ouais, mais moi j'ai fait. » Attends rien. Fais ce que tu peux, fais ce que tu veux et n'attends rien. Comme ça, il n'y a pas de déception possible. Écoute, là, c'est fini. Enfin. Mais c'est difficile. La majorité des gens attendent quelque chose. Tu dis, ouais, mais il n'y a pas de mais. Fais, c'est fini, merci, au revoir. C'est pas grave, c'est que ça devait se finir. Accepte. Mais c'est compliqué. Ouais, c'est ça, c'est inconsciemment, t'attends quelque chose en retour. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'attends plus rien. Je n'attends plus rien de personne. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, tu le fais pour Dieu, fisabilillah, et fin de l'histoire. Tu le fais parce que tu en as envie. Personne t'a forcé à faire quoi que ce soit.
Donc, je peux pas venir te voir et te dire « Ouais, mais t'as vu ?» Non, Bien sûr, ouais. t'as pas le droit. Mais parfois tu le penses. Je le pense plus. Je l'ai pensé beaucoup. Tu travailles sur toi, ouais. Mais non, mais c'est Ouais, c'est non, vrai, vraiment. c'est vrai. Non, j'ai vraiment bossé sur ça parce que sinon, tu sais, tu restes dans... Ça monte, ça descend. Mais si, mais attends, mais non. Ouais, Plus rien maintenant. Je suis en paix avec ça. Ça me va. c'est vrai. À méditer. Donc, on va parler un petit peu du pardon. Mhm, C'est une notion très puissante, mais aussi très complexe. mhm. Est-ce qu'il y a une situation où toi, tu as dû pardonner pour avancer, ou bien un moment où tu as eu du mal à le faire? Je sais pas si pour moi, j'ai besoin de pardonner pour avancer. J'avance quoi qu'il arrive. Donc, que tu fasses partie de ma vie, tant mieux. Tu fasses pas partie... Le pardon, c'est toi qui vas en avoir besoin, pas moi. En tout cas, dans les situations que j'ai rencontrées, j'ai pas eu besoin de me pardonner ou quoi que ce soit. Je fais Je me remets en question. Parce que quand même, quand quelque chose se finit, ça ne peut pas être que de la faute de l'autre. Il faut se remettre en question. Puis effectivement, bah, si j'ai rien fait, j'ai rien fait. Hein, fin de l'histoire. Mais que tu me pardonnes ou pas, ou que je te pardonne ou pas, ma vie, elle continue. Genre, si je t'ai blessé, je te demanderai pardon. Que tu l'acceptes ou non, c'est ton souci. C'est tout. C'est moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je ferai encore pour pouvoir t'apaiser. Mais c'est tout. Et moi, j'ai pas besoin de te pardonner pour pouvoir avancer. C'est toi qui en as besoin, pas moi. C'est quoi les valeurs que tu veux absolument transmettre aux femmes qui te suivent, que tu veux absolument incarner dans tout ce que tu fais? Le respect, l'estime de soi. L'estime de soi, je pense que apprendre à s'aimer. L'estime de soi, c'est l'amour-propre. L'amour-propre, s'aimer et se prioriser. Dans tout. Se prioriser dans tout. Et surtout, apprécier sa propre compagnie, c'est un pur kiff. Je dis aux filles, je n'arrête pas de leur dire, kiffez votre compagnie. Voyagez seul, allez au resto seul. Apprenez à tout faire seul. Comme ça, demain, s'il n'y a plus personne, tu es ta meilleure compagnie. S'aimer, vraiment, c'est peut-être un peu cliché, con, mais vraiment, s'aimer, c'est le plus beau conseil que je puisse leur donner. Et ce que j'ai envie vraiment, quelqu'un de dégager, quelqu'un qui a confiance en elle, qui s'aime, et avec ses défauts. On n'est pas parfait avec ses défauts, avec nos galères, avec nos casseroles, mais on se kiffe, on s'aime et on se priorise. Mais après, c'est pas un peu égoïste de se prioriser? Non. Parce que me prioriser aussi, une fois que je me suis priorisée, il y a les autres aussi, il n'y a pas de problème, je ne me trouve pas égoïste. Mais quand une situation va mal, en fait, je ne vais pas continuer à m'enfoncer le pied dans le pied alors que je ne peux plus marcher. À un moment, tu sais, c'est comme l'image de la corde. Tu sais, quand tu veux continuer à maintenir des liens. Donc toi, en fait, ça y est, le sang, il coule plus. Tes mains, elle va se taillader, mais tu continues à tirer. À un moment, il faut savoir lâcher prise. Si la personne veut partir, laisse-la partir. Comme je le dis, je ne comprendrai pas ton choix, mais je le respecterai et l'accepterai. Tu veux me donner une explication, tant mieux. Tu veux pas me donner une explication, tant mieux aussi. Il n'y a pas de souci, je respecterai ça. Et donc, du coup, je me priorise. En fait, j'enlève tout ce qu'il y a de mon esprit, j'enlève tout ça, en fait. J'ai pas besoin d'encombrer mon cerveau avec tout ça. Ouais, c'est comme une relation que la relation que tu peux avoir avec le créateur. C'est toi ça. toute seule avec... C'est ça. C'est exactement ça. Si on remonte à la petite Ranel, qu'est-ce que la petite Ranel, elle se serait imaginée? Enfin, est-ce qu'elle se serait imaginée là où elle est aujourd'hui? Étant petite, je sais pas. Je sais pas si c'était exactement ça, parce qu'on n'est pas loin de ce que j'imaginais, mais c'était pas exactement ça, c'était les mariages. Ah ouais, je ça me voyais, a tout le temps été les mariages. Ça a toujours été les mariages. C'est marrant ça, mais c'était quoi? C'était les robes blanches qui te... Je voyais les mariés, en plus nous on a la mariée, on la met dans une emeria. Ah oui, c'était waouh, ouais, faire un tour de manège. Donc c'était des trucs comme ça. Il y avait directement le truc. Ah quoi. oui. C'était pas le truc de la robe blanche que tu vois à la télé. Non, pas du tout. Moi c'était les caftans, c'était se changer, c'était avoir tout ça, c'était le pur kiff. Les bijoux. Ça. Ah oui, être une princesse, une reine. Voilà, c'était vraiment ça. C'était vraiment ce que je voulais et ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, on n'est pas très très loin. Le maquillage, la coiffure, le truc. Donc ouais, mais je me voyais pas faire des interviews. Alors j'ai une dernière question parce que je sais que tu as un rendez-vous juste après. Si tu pouvais choisir quelqu'un pour prendre ta place et partager son histoire dans ce fauteuil-là, tu verrais qui? L'interview de quelqu'un. Franchement, c'est cliché, mais je dirais ma mère. J'aimerais bien, ma mère. Non, c'est pas cliché. Franchement, avoir
voir son point de vue, voir sa life, voir, tu sais, des mamans qui ont tout sacrifié pour nous. Donc, voir un peu comment elle a vécu ça, elle aussi. Ça, c'est... Parce qu'elles parlent pas beaucoup. Elles nous font souvent les reproches. Mais moi, à ton âge, non, mais on sait pas vraiment. Non, mais nos mamans, c'est nos héroïnes. Hein. Ah, Enfin, nos oui. héroïnes. Je sais pas si on doit dire le H. Mais bah oui. Ouais. Elles ont tout sacrifié pour nous. Ouais. Je dirais ma mère. Je dirais aujourd'hui, ma mère. Merci. Voilà, un petit peu. Mais avec plaisir. Il faut que ça bouge